Bonsoir à tous. Merci d'être venus à ce 45e Performance User Group. Alors je ne sais pas, qui était là il y a 4 ans? Je n'étais pas né. 2 personnes. Donc 2 personnes se souviennent peut-être qu'Abinamix était venu, c'était la 2e session du Perfug. C'était il y a déjà 4 ans. Et on s'est dit que 4 ans après, c'était bien de voir les nouveautés. Du coup, on accueille Jean-Baptiste qui ce soir va nous détailler les nouveautés de Abinamix dans une session qui reviendra, qui fait un peu écho quelque part à la 2e. Et en fait, il y a 4 ans, on devait être une dizaine de membres sur le Meetup. Et c'est ce mois-ci où on a franchi la barre des 1000 membres. Donc on est très content de voir qu'il y a encore autant de monde qui est intéressé par le Performance User Group 4 ans après. Un petit mot pour le sponsor, Octo, qui depuis 4 ans nous accueille, nous prête la salle et offre le petit pot. Borim et moi, on est tous les deux de chez Octo. On recrute chez Octo sur les sujets de performance, d'architecture, de big data, de NoSQL. Donc si vous êtes intéressé, si ce qu'on voit dans le Perfug vous intéresse et ce qu'on fait en mission, donc n'hésitez pas à venir nous en parler. La prochaine session sera le 18 octobre. Et pour l'instant, on va voir en détail ce qu'il y a de nouveau dans Abinamix. Ça marche. Merci Jean-Baptiste. Alors, je tiens à préciser que personne ne m'appelle Jean-Baptiste, à part ma mère, quand elle m'engueule. Donc, on m'appelle JB en général. Et si je suis habillé comme ça, c'est que je sors de chez un client. Mais j'aurais bien aimé, c'était aussi en jean basket, ça m'aurait fait bien plaisir. Merci Makir ce soir, merci à Octo d'organiser ça. On va essayer de pas trop s'attarder sur quelques slides que je suis obligé de passer pour vous introduire au moins le concept, sinon vous allez un peu, si je rentre tout de suite dans la démo, ça va faire un peu bizarre. Mais l'idée c'est effectivement, on passe 10 minutes, un quart d'heure à comprendre qui est Abdamix. Je suis pas sûr, enfin je sais pas qui dans la salle connaît Abdamix, le nom en tout cas. On peut peut-être faire un sondage, levez la main si vous connaissez. Ah ok, d'accord, c'est plutôt pas mal. Donc peut-être qu'il y a des choses qui feront écho à ce que vous savez déjà. Et au moins faire une bonne introduction, pas trop sales marketing, ça sera quand même quelque chose de bien, un peu technique, et ensuite une démo. Et moi j'ai un profil, même si je suis en pingouin aujourd'hui, j'ai un profil technique, hein, je suis un ingénieur technicien, donc je fais les trucs bien techniques au quotidien. Alors j'ai pas un profil développeur, donc s'il y en a dans la salle, peut-être qu'ils vont me poser des questions pièges. J'ai un profil plutôt d'origine, disons un système réseau. Et puis j'ai fait l'essentiel de ma carrière chez les éditeurs de logiciels américains, donc j'ai des bonnes picouses de ces gens-là. Voilà, donc on va essayer de voir ça, et puis voilà, donc si ça vous convient, c'est parti. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Abdamix, et surtout qui n'ont peut-être pas suivi l'activité, on était une relativement jeune société, on a été fondé en 2008 par quelqu'un qui s'appelait Jyoti Bansal, qui était historiquement un des leaders de l'entreprise qui s'appelait Wiley, qui a été racheté par CA, donc il avait fait un peu des outils d'APM 1.0, on va dire. Et il a eu l'idée de développer une solution complètement nouvelle, APM 2.0, pour répondre aux nouveaux challenges. Donc il a développé l'entreprise, on a eu une forte croissance, les analystes nous ont tout de suite reconnus dans le Gartner, dans les cadrans en haut à droite, donc plutôt bonne reconnaissance du marché. Donc ça a tout de suite plu aux clients, donc on a acquis très rapidement des clients, on a eu Netflix comme un de nos premiers clients, et je citerai peut-être quelques noms au fur et à mesure, mais on a une bonne liste de clients, sachant qu'on s'adresse plutôt aux de grandes entreprises. Vous entendrez peut-être parler de concurrents avec un acronyme de lettres. Nous, on s'adresse plutôt aux grandes entreprises. Donc on verra peut-être au fur et à mesure les différences également qui font que Abdamix s'intéresse plutôt aux grandes entreprises, mais pas que. J'ai des clients qui ont quelques agents, quelques licences. Et surtout, on est assez fiers chez Abdamix que, vous savez, on vend pas des licences, on vend de la souscription, donc c'est pas du perpétuel. Et donc un des indicateurs forts chez Abdamix, c'est le renouvellement. Et surtout, on s'aperçoit qu'un de nos clients renouvelle, et surtout, ils nous rachètent des licences. Donc c'est-à-dire qu'on est plutôt bon. Mais la raison pour laquelle on est bon, c'est surtout le produit. C'est la star chez nous, c'est le produit, parce que ça a été conçu dès le début pour être facile, moderne, sympa à utiliser. Dans le cloud, on-prem, donc, ou avec des déploiements mixtes. Et puis surtout, c'est assez facile à mettre en œuvre par rapport à des solutions plus legacy. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des HP, BMC, CA. Vous regarderez mon profil LinkedIn, j'en ai fait quelques-unes de ces entreprises. Mais on est vraiment avec une solution qui apporte
plus rapidement de la valeur. On n'est pas obligé d'attendre des jours, des semaines et des mois pour avoir quelque chose. J'ai eu l'occasion de participer à des déploiements où on vient à midi sur site, à 2 heures, on trouve l'origine du problème, et à 3 heures, les développeurs nous fournissent le patch pour résoudre le problème. Donc on est à des échelles quand même assez rapides. Alors je ne vais pas mettre le discours, la digital transformation, je pense que vous êtes tous au courant, mais le point concret ici, c'est que n'importe quelle aujourd'hui industrie, presque toutes les sociétés dépendent du logiciel pour le bon et pour le mauvais, mais dépendent du logiciel pour faire tourner leur business. D'accord, il y a très peu d'entreprises maintenant qui ne dépendent pas du logiciel. Voilà, il y a des entreprises qui ont des pure players, donc c'est évidemment le logiciel pour eux c'est critique, et puis il y a des entreprises plus traditionnelles, mais qui aujourd'hui font confiance au logiciel pour faire tourner leur business, et sans le logiciel, le business n'est plus rien. Le problème, c'est que, et vous vous rendez compte, à déployer des architectures modernes, Bertrand ici, il s'amuse à faire de l'architecture chez des clients, et donc vous déployez de plus en plus de technologies modernes, peut-être vous développez en agile, vous avez des méthodologies DevOps chez vos clients, vous mettez du cloud, tout en gardant le on-prem avec des vieilles technologies, des nouvelles technologies. Donc il y a un mix qui fait que la complicité des applications explose. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, quelques années, sûrement plus que certains ici, les applications, on parlait d'applications 2 tiers, 3 tiers. Moi, je suis né avec l'époque du 3 tiers, donc le web, le serveur et puis la base de données. Bon, aujourd'hui, plus personne ne parle d'architecture 2 ou 3 tiers, d'ailleurs, on parle d'architecture multi-tiers. Et donc, on a un spaghetti qui s'est créé en empilant les couches technologiques sans forcément enlever les anciennes. Et du coup, ça devient compliqué quand même, les applications deviennent très complexes. La seule chose qui n'a pas vraiment changé finalement, c'est qu'il y a toujours des utilisateurs qui vont sur le site, dans l'application, qui font quelque chose, qui font une transaction de métier. Ça peut être transfert de fonds si on est sur une logiciel de banque en ligne, ça peut être un achat sur un site de e-commerce, ça peut être déclarer un sinistre si on est sur son assurance, sur son application mobile. Donc il y a toujours quelqu'un qui fait une opération et il attend toujours un résultat de l'application. Donc ça n'a pas changé. D'accord ? Donc c'est finalement la seule chose qui a vraiment changé, qui n'a pas vraiment changé. Le problème des outils traditionnels et même des outils assez classiques, type Nagios, je suis sûr que vous connaissez tous, c'est qu'il y a une vision un peu limitée. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui tombe, peut-être que Nagios va me dire qu'il y a un process qui est tombé, donc je vais relativement savoir rapidement que ça va impacter mes utilisateurs. Sauf que quand ça commence à dévier de la normale, ou quand ça commence un peu à ralentir, à pas sentir bon, quand le business vous appelle, ça marche plus, qu'est-ce qui se passe ? Ça devient compliqué avec les outils traditionnels de rechercher l'origine des pannes. D'accord ? C'est le principal problème, c'est qu'on a des silos, on a nos outils pour le réseau, la base de données, le système, peut-être des applications, on a un robot qui nous fait des scénarios de bout en bout, et du coup, on n'a pas une vision de bout en bout, c'est compliqué de chercher l'origine des problèmes. Donc cette approche-là, elle est vraiment limitée, parce que l'utilisateur, lui, il traverse toutes les couches. Lui, il s'en fiche de savoir s'il y a une CPU sur un serveur qui est au taquet. Lui, il a un problème de performance, il est en train sur son mobile, il est dans le métro, il est en train d'acheter un truc, et il va passer dans le tunnel, donc il veut juste que sa transaction se termine. Et surtout, on voit dans les entreprises le mean time to innocence, un truc qui nous fait bien rire, parce que c'est où on appelle ça aussi le blaming game. C'est on est tous autour de la table, et puis les uns pointent des doigts les autres. Donc il y a le business qui râle, il y a le réseau qui dit non mais c'est pas de ma faute, arrêtez de m'accuser. La base de données, il regarde ses indicateurs, ça a l'air d'être à peu près bon. Donc on est tous là autour de la table et on n'arrive pas à résoudre les problèmes. Et en attendant, effectivement, l'image de l'entreprise est impactée. Le revenu, si vous êtes dans un client dans le retail, le revenu ne revient pas. En tout cas, il y a du temps qui est perdu dans l'identification des problèmes, dans la recherche de la route cause. Et donc du coup, on a un temps de résolution, un temps d'identification des problèmes qui est très long. C'est bon. On passe du temps à identifier, à rechercher la route cause, à faire des tests, peut-être à reproduire en pré-prod, demander aux développeurs d'intervenir, des gens qui ont parfois d'autres choses à faire ou des coûts assez importants. Et en fait, on se rend compte en faisant quelques études que les gens ont énormément d'outils. Donc on n'est pas en manque d'outils, mais sans donner forcément la solution à ce long temps de résolution des problèmes. Donc du coup, AppDynamics, c'est une solution qui est basée sur en gros 3 piliers, on va dire, qui permet de voir ce qui se passe dans l'infrastructure, d'agir, vraiment d'avoir concrètement, de savoir qu'est-ce que je dois faire, comment je dois fixer le problème, et de comprendre, plutôt de mesurer l'impact sur le business, notamment quand vous reportez à vos métiers, de savoir concrètement ce qui s'est passé, qui a été impacté, quel est l'impact, et de prioriser les incidents. Donc notre point, je ne sais pas si vous avez déjà tous eu une expérience plus ou moins d'un outil d'APM, mais comment ça marche ? Pas de magie, ça marche par taguer 100% des transactions qui démarrent d'un utilisateur sur un navigateur web ou une application mobile, suivre cette transaction au travers des nœuds de cette application-là, des composants, des serveurs d'application, des fils de messagerie, etc., jusqu'à la base de données. D'accord ? Donc on va taguer, on va mettre un identifiant unique. Aujourd'hui, si vous allez sur boulanger.fr,
vous regarderez votre console développeur Chrome ou autre, vous regarderez qu'il y a un truc qui s'appelle AD-RUM, qui fait qu'on mesure les temps de réponse de votre navigateur web. D'accord ? Et on met un identifiant unique dedans. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre cet identifiant unique au travers des différents nœuds. D'accord ? C'est comme ça qu'on va savoir que quand il y a 5 secondes de temps de réponse sur le poste de travail, il a passé 3 secondes dans l'appel au serveur d'application, il a passé 1 seconde dans le serveur d'application, et il a passé X secondes, je sais où j'en suis, dans la base de données. D'accord ? Et on sait quelle est la requête de base de données qu'il a fait. Okay ? Alors au passage, on va apprendre aussi le comportement normal. Ce qu'on s'est dit, c'est que si on passait notre temps à positionner des seuils, je me rappelle, j'ai vendu du BMC Patrol, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent autour de la table. C'est une console super bien, il y avait 150 métriques out of the box. On disait on avait le plus de métriques out of the box. Quand on ouvrait la console, au bout de 10 minutes, ça clignotait partout. Il y avait des trucs dans tous les sens, c'était un arbre de Noël. On rigole d'ailleurs, c'est vraiment l'arbre de Noël, ça clignotait. Avec des alertes dans tous les sens. On ne savait pas quoi faire avec. Donc, parce que 90% sur un seuil de CPU, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce que 5 secondes sur une transaction de recherche, c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce que 2 secondes sur une transaction de checkout, c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Du coup, plutôt que de faire ça, on va utiliser des mécanismes d'apprentissage. Certains diront de l'intelligence artificielle, de machine learning. Moi, j'aime pas trop, je trouve que ça fait encore trop marketing, mais on va juste calculer la moyenne de la métrique sur un intervalle de temps et apprendre son comportement normal. D'accord? Et du coup, n'essayez de vous alerter que quand ça dévie de la normale. Je vous raconterai un cas client après. Évidemment, cette magie-là, ça ne marche pas dans tous les environnements. D'accord? Parce que toutes les technologies ne nous donnent pas accès à cette possibilité de taguer les transactions et de la suivre. D'accord? Donc c'est valable sur un certain nombre d'environnements. Peut-être on reviendra tout à l'heure. J'ai un exemple d'application Java que je vais prendre. Je ne sais pas si vous êtes plutôt Java dans la salle. En général, on reste quand même sur 60-70% d'applications Java chez nos clients, 20 à 30% de .NET. On voit de plus en plus Node.js pour le front. PHP pour des sites, on va dire, de moyenne taille. C'est plus rare c'est un peu plus fréquent dans le retail, peut-être un peu plus rare dans la banque, l'assurance, un peu moins fréquent. Voilà. Ok, donc ça marche dans ces environnements-là. C'est ça qu'il faut noter, c'est que c'est pas magique hein, si vous avez un mainframe. Bon, on est un peu jeune pour ça, j'ai encore pas assez de barbe. On ne pourra pas forcément vous aider sur le mainframe. Okay, ou des technologies propriétaires. J'ai un client qui m'a dit j'ai du Lotus Notes. Je ne savais même pas que ça existait encore. Ouais, le pauvre pour lui, hein. J'ai mal pour lui. Bon, c'est comme ça. Du coup, après avoir vu ce qui se passait, essayer de tracer cette transaction, le but du jeu, c'est évidemment d'identifier le problème. Et on n'est pas là en train de dire il y a une CPU qui a un problème ou il y a un temps de réponse qui est lent. On est en train de vous dire quand il y a un souci qui impacte le business, quand il y a un utilisateur qui ne peut pas faire une transaction, on identifie cette transaction, donc on sait ce que c'est. D'accord ? On connaît le nom. Alors pour le développeur, ça peut être un nom qui est lié à son développement, hein, une action, une strut, un EJB ou un web service, ou ça peut être une URL, ou ça peut être un nom que j'ai mis à la main parce que je veux que ça parle au métier. 2, on regarde dans la cartographie, on verra tout à l'heure, on identifie le composant qui pose problème. Et 3, on va jusqu'à la ligne de code. On est un outil d'APM, Application Performance Management. Donc ce qu'on fait, c'est tracer la requête d'utilisateur jusqu'à la ligne de code qui va bien, et vous dire où est-ce que ça ralentit. Okay ? Donc du coup, on a concrètement l'action qu'on peut faire, c'est dire bah oui, effectivement, j'ai un problème de développement, je fais trop de requêtes, ou la manière dont c'est codé, c'est pas bon, ou j'ai un appel base de données mais il n'est pas optimisé, ou bien j'ai un problème de cache. Voilà, on a une action concrète qu'on peut faire. Et du coup, on peut évidemment réduire notre MTTI, mais aussi pourquoi pas notre MTTR, notre délai de résolution, parce qu'on peut aussi automatiser avec AppDynamics. AppDynamics a la faculté, j'en ai parlé ce matin en réunion, parce que le client a un JDBC, un pool de connexion JDBC qui est plein tous les soirs entre 8h et 10h. Je crois que c'est plutôt entre 10h. Il fait du broadcasting, c'est l'équivalent de la TF1 en Italie, donc la RAI, pour ne pas le citer. Et tous les soirs, ils ont un pic d'activité entre 8h et 10h, où les gens regardent, c'est le RAI replay en fait, et ils regardent les replays. Et en fait, ils se rendent compte je me suis rendu compte qu'ils avaient un pic d'activité, ok, bon, des pics de performance, vraiment des transactions très ralenties. Et à chaque fois, tous les soirs, ils ont leur pool de connexion JDBC qui sont pleins. Ce que peut faire AppDynamics, c'est automatiser l'augmentation du pool de connexion. Évidemment, aussi le remettre à la bonne taille une fois que l'incident est passé. D'accord ? Donc AppDynamics peut agir et donc réduire automatiquement, agir donc réduire l'indisponibilité de l'application. Redémarrer un serveur, augmenter la taille d'un pool de connexion. Et je parlais de trois piliers. Donc on a parlé du SI, du ACT, et le NO, c'est connaître l'impact métier. Si vous pouviez maintenant revenir vers votre business, les lignes métiers, et leur dire, bah oui, effectivement, il y a un problème de performance cet après-midi. On est au courant, on travaille dessus, ça c'est bien. Mais en plus, on sait c'est l'ensemble des utilisateurs qui étaient connectés sur le site, qui étaient en train de faire un acte d'achat, un transfert de fonds, une déclaration de sinistre, n'importe quoi. J'ai leur email, et en plus,
j'ai éventuellement leur profil, donc ils étaient Platinum. Et puis comme c'est du retail, j'ai le montant de leur caddie. Et du coup, pour tous ceux qui ont un montant de caddie supérieur à 40 euros, qui en sont en plus des utilisateurs Prime, voilà, comme si vous êtes sur Amazon, je récupère leur email et je le donne au marketing. Et le marketing leur envoie un email en leur disant désolé. Et en plus, on vous donne un coupon d'achat si vous revenez sur le site. C'est pas mal. C'est-à-dire qu'au lieu d'être que des informaticiens à régler les problèmes, on est aussi apporteur de valeur auprès de votre métier. Pas uniquement en leur disant oui, on sait, on a des problèmes et oui, on travaille dessus, mais en plus, on sait qui est impacté et donc du coup, tu as une action concrète au niveau du métier. Ou rappeler un utilisateur, si c'est en interne, sur une application interne, lui dire ok, on sait que tu as eu un souci, tu as perdu un dossier, on travaille dessus. Okay, donc c'est pas mal. C'est comme dans le métro, quand vous avez un incident, vous êtes toujours content de savoir pourquoi vous êtes bloqué dans le métro. Okay, du coup, en général, on est un peu moins aigri sur le problème. Alors AppDynamics a été vraiment imaginé pour la production. C'est fait pour ça. Évidemment, on va me poser la question peut-être à un moment donné si c'est un overhead. Bah oui, c'est un overhead. Pas de magie, on ne peut pas mesurer sans overhead. Mais on est autour de 2 à 3%. Voilà, constant, quelle que soit la charge. On a une seule plateforme, ça a été conçu avec une seule interface graphique, vous allez voir, j'espère que vous aimerez bien l'interface, après les goûts, les couleurs. Mais ça a été conçu pour que ce soit simple d'utilisation, pour que ce soit partageable facilement, pour que tout le monde dans l'entreprise puisse utiliser, que ce ne soit pas réservé aux experts. Je dis, autour de la table, il y a des experts, mais il faut aussi qu'on puisse partager l'info avec des gens qui n'utilisent pas le produit tous les jours. Il n'y a rien de plus frustrant que de dire, tiens, tu regardes l'outil, sauf que ça fait 3 semaines que je n'ai pas utilisé, quand j'ouvre la console, je ne sais même plus où il faut cliquer. Voilà, vous n'êtes pas forcément tous des experts de l'APM. Si c'est compliqué à utiliser, on perd du temps. Okay. Et puis c'est vrai qu'on est reconnu par nos clients pour les capacités de découverte. Encore ce matin, dans la même réunion, les clients me disaient avec AppDynamics, on a découvert des appels à des systèmes externes, on ne savait pas qu'il y en avait. J'ai eu l'occasion récemment d'avoir un appel sur une base de pré-production dans un moment de prod. Donc, des choses comme ça où les clients nous disent il y a un problème dans AppDynamics, je suis sûr que c'est faux. Bon, alors je dis peut-être que c'est faux, j'en sais rien, on va regarder, il y a peut-être un bug, j'en sais rien. Et puis au final, on découvre que oui, il y a vraiment une connexion d'une base de données, d'un serveur d'application de prod sur une base de données de pré-production. C'est des vrais exemples. Voilà, avec le choix de déploiement, qu'on verra tout à l'heure comment ça se fait. OK ? Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Juste en résumé, vous positionnez les agents, ce qu'on appelle les agents. Voilà. AppDynamics vend des agents. Et puis ensuite, on passera à la démo. Okay, ce sera plus intéressant. Donc les agents, pour bien que vous compreniez ce qu'on réellement déploie, concrètement, ça ressemble à quoi ? C'est des logiciels, des agents qu'on va déployer au niveau de ma base de données. D'accord ? Donc des moteurs classiques, SQL ou NoSQL, on couvre la plupart du marché. L'operating system, faire un peu comme du Nagios, mais on verra tout à l'heure que ça l'intéresse et de le corréler plus facilement, d'avoir aussi une même console, quelque chose d'un peu plus facile à mettre en œuvre et à partager. Et puis surtout, le cœur de la solution d'APM, c'est les agents applicatifs. Et comme je disais tout à l'heure, ça marche que dans 5, 6, je ne sais plus, un nombre d'environnements limité. Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Go, et dans une moindre mesure, C++. J'en ai pas oublié. C'est bon, ça fait 7. Bon, C++, on va mettre de côté parce que c'est pas un vrai agent, c'est plutôt un SDK, donc bon, c'est un peu compliqué. Mais c'est ça où on va voir la valeur d'AppDynamics, d'accord ? C'est quand on va instrumenter nos serveurs d'application qui tournent dans cette technologie-là. Et à la fin, on a les agents pour les devices utilisateurs, donc un navigateur web ou une application mobile. Okay. On instrumente les applications mobiles, les sites web, et c'est comme ça qu'on va, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on verra dans la démo. Et tous ces agents-là, ils reportent à une plateforme, et c'est ça qui va être... Alors, les agents sont toujours, entre guillemets, on-prem, hein, ils sont toujours dans les serveurs d'application que vous avez, ils ne sont jamais chez AppDynamics. Par contre, ce truc-là, auquel les agents reportent, c'est ça qui est chez nous, donc en mode SaaS, chez vous, chez vos clients, peut-être chez Octo, un serveur qui est là dans un coin et qui permet de faire ça à des clients finaux. C'est ça, c'est le serveur de collecte qu'on appelle l'intelligence plateforme. Parfois, je dirais aussi le gros mot de contrôleur, un peu notre nom interne. Et c'est ça qu'on installe chez vous, encore une fois, ou chez nous, auquel les agents vont reporter et qui nous donnent l'interface graphique, la corrélation. Les agents, ils ne se parlent pas entre eux. D'accord ? Même les agents, ils peuvent être n'importe où. On pourrait très bien avoir un agent qui est sur AWS, un agent sur Azure pour ne pas être raciste, un agent on-prem ou 2 agents on-prem, et tous ces agents-là, à partir du moment où ils peuvent communiquer avec la même plateforme, c'est transparent. Et nous, à la limite, les agents, ils peuvent être n'importe où, on s'en fiche. À partir du moment où ils peuvent tous reporter à la même plateforme, j'ai la corrélation de la vision des agents. OK ? Des questions ? Donc je switch. Oups. Ça s'affiche un peu petit. Est-ce que je peux changer la résolution ou il va peut-être pas supporter ? Ouais, on va essayer de pousser un peu. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est pire. Qu'est-ce qui se passe ?
C'est pire. J'ai pas changé le bon moniteur. Ah, c'est celui-là peut-être. Ouais, non, ça peut être joué. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Bon, alors je démarre par un dashboard. Donc pour ceux qui font du DevOps, on va bien regarder à quoi ça correspond au DevOps chez AppDynamics. Donc j'ai un dashboard qui s'appelle le DevOps Leadership Dashboard. Ça sonne bien. Ça sonne super. Avec... c'est bien marketing ça. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent dashboard? Le point important avec AppDynamics, la première chose, c'est que oui, on est un outil d'APM. Donc oui, on va collecter plein d'indicateurs techniques, les lignes de code, la mémoire de la JVM, etc. Mais on est aussi capable de collecter la donnée métier. Comme on voit passer chacune des lignes de code de l'application, on est capable d'instrumenter l'application et de dire, bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer, par exemple, le contenu, la valeur. Alors, en l'occurrence, mon application ici, elle fait... vous recevez des coupons et vous validez, vous transformez un coupon en offre. Donc, du coup, bah, c'est le revenu que je génère. Donc, je suis capable de récupérer de l'indicateur métier, qui est la valeur du coupon. Ça pourrait être la valeur du caddie ou ça pourrait être... le transfert de fonds, la valeur du transfert de fonds. Je la récupère et ici, je la somme dans mon intervalle de temps. Donc j'ai un dashboard ici sur un intervalle de temps défini, donc dans il y a quelques heures là, et je récupère la valeur. Donc j'ai un indicateur métier. Donc déjà, ça me dit quelle est la santé de mon business, d'accord? Quelle est la conversion que je fais? Donc ça, les marketeurs, ils aiment bien avoir ce genre de choses ici, là, regardez. Ce qu'on appelle le funnel de conversion. C'est-à-dire qu'effectivement, en gros, j'ai 4 étapes dans mon process métier. Les gens arrivent sur la page, ils s'authentifient, ils regardent leur profil, ils reçoivent les offres et ils convertissent l'offre en coupon. Bon, là, la conversion n'est pas top. Après, elle n'est pas top, peut-être qu'elle est moyenne par rapport à l'habitude, peut-être qu'elle a la même valeur. Sauf que ce dashboard, ce qu'il va me dire, c'est qu'en même temps, c'est marrant parce que j'ai une dégradation de performance ici. D'accord? Le rond rouge ici me dit que mon temps de réponse est plus lent que d'habitude. Vous vous rappelez ce que j'appelais l'apprentissage? On appelle ça la baseline. Mon temps de réponse est plus lent que d'habitude. On ne dit pas qu'il est bon ou il est mauvais, on dit juste qu'il est plus lent que d'habitude. D'accord? Donc du coup, il y a un état, j'aurais pu recevoir une alerte sur Slack. Ici, en tout cas, on dit qu'il est plus lent que d'habitude. Donc c'est quand même bizarre, hein, j'ai un drop dans mes conversions. En plus, c'est marrant, c'est à l'étage de account profile. Alors c'est une démo, hein, donc je connais l'histoire. On a un drop dans les account profile, mais en même temps, on a aussi effectivement un temps de réponse un peu plus lent. Bon, cause ou conséquence, j'en sais rien. Mais ce qui est marrant aussi, c'est que quand on regarde ce graphe-là, j'ai mon expérience utilisateur qui est dégradée, hein, donc le temps de réponse qui augmente, et ma conversion effectivement qui chute. Et si vous regardez bien, je ne sais pas si vous avez des yeux bioniques au fond, il y a une petite icône bleue ici. En fait, ce que me dit l'icône bleue, c'est que j'ai un événement, j'ai une version de l'application qui est déployée, une 1648, une release de 1648. C'est poussé par Jenkins. Donc on a l'intégration avec Jenkins. Jenkins envoie un événement à AppDynamics et dit tiens, j'ai fait une nouvelle release. Ok. Sauf que c'est assez coïncidence assez forte. C'est qu'effectivement on a une dégradation de performance juste après la release. Donc on a réalisé du code, c'est super, sauf qu'après ça introduit une régression et qu'on a une expérience utilisateur qui est un peu dégradée. Okay. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder comment j'utilise AppDynamics pour évidemment essayer de comprendre. On reste un outil d'IT. Hein. Moi, si les gens ils convertissent pas les offres parce que ça leur plaît pas ou parce qu'il y a le concurrent qui fait la même chose, c'est pas mon boulot. Moi, mon boulot en tant qu'outil d'APM, c'est vous dire 1, il y a une mauvaise conversion, 2, ça pourrait être éventuellement possible. Éventuellement à cause de la performance applicative, donc on va essayer de résoudre le problème. On résout le problème, les gens sont contents, si la conversion est mauvaise, on dit au marketing, nous on a fait tout ce qu'on pouvait, c'est pas de notre faute, ok? C'est pas notre faute, en tout cas, il n'y a pas de dégradation de performance. Alors du coup, on va regarder notre application, ici. C'est pareil, ici, c'est un peu petit, hein. On va dézoomer. Voilà. Donc ici, on a notre application, qui est une application basée sur Docker. Comme vous pouvez le voir, c'est une application Java, dockerisée, avec un peu de technologie, un peu de toute technologie. Oups, je n'ai pas changé ça. Excusez-moi, regardez, on va faire disparaître MongoDB. Tada, hop. Voilà, hop, MongoDB a disparu. On va oublier MongoDB pour l'instant. Donc on a notre application déployée sur Docker, avec multi-tiers, on disait. Donc j'ai déployé des agents Java sur mes containers Docker ici qui font ma logique web. J'ai des nodes ici, j'ai 108 agents qui ont été déployés dans une logique métier qu'on appelle l'API. Et puis ici, la partie data, j'ai une base de données. Et tout ça, ça a été découvert par AppDynamics. C'est-à-dire que vous déployez les agents, vous les mettez dans votre Docker, vous les mettez dans la JVM pour démarrer votre JVM. Et vous avez ça qui apparaît automatiquement. Là, il n'y a rien qui a été fait manuellement. Il n'y a pas un outil qui me dit, tiens, mets un rond ici, trace un trait entre les deux, mets une base de données. C'est automatique, d'accord? On essaye de faire les choses le plus automatisées possible. C'est aussi pour ça que nos clients nous aiment bien, parce qu'on a les capacités de découverte les meilleures du marché dans les outils d'APM.
Et c'est basé que sur le comportement utilisateur. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de données. D'accord ? C'est-à-dire si je change ici, vous avez bien vu d'ailleurs MongoDB, c'est que si je change mon intervalle de temps, je vois quelque chose d'autre. C'est parce que c'est dynamique et automatique. C'est dynamique, ça représente ce que j'ai dans l'infrastructure, les composants de l'infrastructure qui sont utilisés entre 2 heures et 3h30 aujourd'hui, c'est ça, on est le 20 ? Ouais, c'est ça. OK ? Donc c'est dynamique et automatique. Et donc on va effectivement découvrir nos agents et vous rappeler le mécanisme de tagging. Donc à chaque fois qu'il y a une requête qui rentre dans ma JVM, un appel entrant, donc que ce soit du web service, du traditionnel de la servlet, de l'EJB, du strut, du JMS, ou même un appel Java, je vais l'intercepter. On va faire ce qu'on appelle vulgairement du bytecode instrumentation, sur le point d'entrée. Et ensuite, donc la JVM fait son boulot. Et quand il y a un point de sortie qui est détecté, de l'HTTP, du JDBC, enfin le JDBC non, mais on va le détecter, mais on ne va pas le marquer, du web service, du JMS, on va insérer dans la transaction, dans l'entête HTTP, on va insérer un identifiant unique. D'accord ? C'est ça le mécanisme, au final, la secret sauce. C'est insérer dans l'entête HTTP ou dans le message JMS, insérer un identifiant unique. OK ? On verra tout à l'heure cet identifiant unique. Et c'est ça qui va nous permettre de suivre l'appel de JVM en JVM. D'accord ? Et là, typiquement, on a des services externes qui sont utilisés, des trucs de paiement. Là, on n'a pas d'agent AppDynamics. C'est pour ça que vous voyez un nuage et pas un rond avec un nombre de composants. D'accord ? Donc là, il n'y a pas d'agent AppDynamics. C'est typiquement sur un site de e-commerce, c'est le prestataire de paiement, c'est le lookup adresse, etc. Je mesure quand même la performance. C'est-à-dire que je sais exactement quels sont le nombre de calls qui ont été mis et la performance de ce truc-là sans forcément avoir instrumenté ça avec AppDynamics. C'est pas une approche Big Bang. Vous n'êtes pas obligé de déployer de l'AppDynamics partout. C'est pas du tout ou rien. Évidemment, il vaut mieux avoir le front-end. Si vous n'avez pas le front-end, c'est... Encore que j'ai des clients qui utilisent AppDynamics que pour que de l'API, donc une espèce de middle office. OK ? Et voilà, donc ça, on découvre la topologie grâce aux agents et à ce fameux tag de la transaction. Donc c'est vraiment, si vous mettez un sniffer réseau ou si vous regardez votre requête HTTP ici, il y a un en-tête dedans, il y a une valeur AppDynamics. OK ? Et donc on disait, on a des soucis de performance. Effectivement, on voit ici, d'ailleurs, on a des petits soucis sur notre data service. Regardez le KPI. On parlait de baseline. Donc la baseline, pourquoi c'est important ? Alors la baseline, c'est, vous vous rappelez, la faculté d'apprendre, en fait, l'espèce de seuil dynamique de l'application. Et la baseline, en fait, ça va représenter le comportement normal de l'application entre 2 heures et 3 heures, entre 3 heures et 4 heures, donc la valeur moyenne, dans un intervalle de temps. En général, on prend, si c'est une baseline quotidienne, on va prendre les 30 derniers jours de collecte, et on va dire quelle est la valeur moyenne entre 2 heures et 3 heures. Et c'est ça, en fait, mon seuil. On apprend que c'est la valeur moyenne, et quand ça dévie de cette valeur-là, je vais avertir. C'est là où je vais dire, attention, il y a un problème. Et puis vous aurez des événements ici, comme ça, là, que je pourrais envoyer sur Slack, sur SMS, mail, etc. OK ? Et d'ailleurs, on voit aussi l'animation ici en couleur. Je ne sais pas si ça se voit très très bien, là. Celle-là est jaune. C'est que le temps de réponse entre ces deux composants est plus long que d'habitude. OK ? Encore une fois, cette notion de lenteur plus longue d'habitude, ça vous permet de vous concentrer non pas sur les positionner des seuils, avoir ce mécanisme de sapin de Noël, l'histoire que je vous racontais, mais d'avoir cette idée de dire j'apprends ce qui est normal. Et ce matin, encore une fois, la réunion était très sympa ce matin. Il y a vraiment des bons exemples. Ils ont effectivement ce pic d'activité tous les jours de 8h à 10h. D'accord ? Tous les soirs, 8h à 10h, ils ont ce pic d'activité. Et du coup, ils ont aussi un pic de temps de réponse. Ce qui est acceptable. Vous n'allez pas forcément dimensionner votre infrastructure pour supporter tous les pics. Alors, si on pouvait, ce serait chouette, mais ça coûterait cher. D'accord ? Il faudrait provisionner pour le pic. Donc des fois, il y a des pics qu'on doit accepter. Et si le temps de réponse est acceptable, voilà. Donc du coup, on apprend le comportement normal. Sauf qu'en fait, leur application elle est quand même plus lente qu'à d'habitude. Donc du coup, j'ai une alerte qui est émise. C'est là où je dis, j'ai regardé, j'ai trouvé qu'il y avait un pool de connexion JDBC qui était plein tous les jours. Je vais avertir et je vais ainsi pouvoir détecter que j'ai des transactions. Il faut que je drill down ici. J'ai des transactions utilisateurs qui sont lentes, très lentes. On fait ça par rapport à la déviation standard, l'écart type, merci. On fait ça par rapport à l'écart type. Et on va aussi voir les erreurs, les transactions bloquées et les erreurs. OK ? Donc c'est comme ça qu'on va avoir nos alertes et qu'on peut soit effectivement être averti par AppDynamics qu'il y a un problème, donc ouvrir la console et investiguer. Ou bien on a été averti par quelqu'un d'autre qui nous a dit j'ai des problèmes en ce moment et on ouvre AppDynamics. C'est pas un outil que vous allez forcément laisser ouvert en permanence. C'est pas une console de monitoring type. Alors, il y a des gens qui le mettent avec un bel écran, un beau dashboard, mais l'idée c'est que c'est un outil de troubleshooting. C'est pas un outil de monitoring en tant que tel. On utilise AppDynamics pour faire du troubleshooting. Donc là en l'occurrence on va essayer de regarder ce qui se passe dans notre application. Et effectivement j'ai des transactions ici là qui sont
qui sont critiques. Donc j'en ai 7 normales et une critique. Donc on va aller regarder ces transactions. Alors on détecte les transactions par URL par exemple, si le web service par méthode. On va détecter les points d'entrée dans la JVM, on va appeler ça les transactions, on va les marquer. Et ensuite on va les suivre, on va mesurer les indicateurs. On va effectivement catégoriser si les transactions sont normales, lentes, très lentes, etc. automatiquement. On capture 100% des transactions. Et on va effectivement avoir la santé de ces transactions-là. Et voir ici qu'effectivement il y a une transaction qui est, a priori, dans un mauvais état. Alors je le sais déjà à l'avance, donc c'est lent. Je pourrais cliquer et regarder que c'est lent et pas en erreur, mais c'est plus lent que d'habitude. Donc j'ai un certain nombre de transactions très lentes, etc. Bon, effectivement, le temps de réponse, ici, pas de top. Donc on va aller regarder cette transaction-là. Okay. Donc c'est la transaction d'account lookup. Vous vous rappelez sur mon dashboard, bon, c'était celle-là que je l'ai. En fait, ici j'ai un clic direct, mais je vous fais un peu l'histoire un peu plus longue. Normalement, j'aurais pu directement cliquer ici et aller sur ma transaction. Donc on va aller regarder cette transaction-là. Alors le truc avec Avdanix, c'est que on va isoler. Donc j'ai ma transaction de account lookup. On va isoler les composants qui sont utilisés par cette transaction. Okay, donc l'idée, c'est pas forcément d'avoir l'ensemble des composants, parce que il faut rechercher, quoi. Il faut trouver les composants qui peuvent éventuellement poser problème. Donc là, on isole que les composants qui concourent à cette transaction. Donc du coup, ça m'évite de chercher dans trop de trucs. Alors on pourrait déjà suspecter que j'ai des soucis au niveau de ma base de données. J'ai 30% du temps qui est passé ici. Alors on pourrait tout de suite appeler le DBA et dire « ça marche pas, c'est ta faute, ta base elle est pourrie ». Ou bien je vais continuer mon diagnostic et essayer de voir si c'est vraiment la base qui est pourrie et que j'ai vraiment à pointer du doigt mon DBA et à râler, ou il y a autre chose. Okay, voilà, on va regarder. Alors, ce que fait Avdanix, donc effectivement on voit ici que mon temps de réponse est plus lent que la normale, même si finalement ma volumétrie est à peu près comme d'habitude. J'ai effectivement un certain nombre de transactions lentes et très lentes. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme le radar sur l'autoroute. Le radar, il vous mesure tout le temps. Il mesure toute la vitesse de toutes les voitures, en permanence. Sauf qu'en fait, il ne flash que quand la voiture dépasse la vitesse limite. Avdanix fait pareil avec les transactions. On mesure la vitesse de toutes les transactions et on flash les transactions quand elles sont lentes, très lentes, en erreur. On le fait aussi périodiquement parce que sinon on n'aurait pas forcément des traces. Et c'est cette photo finalement du conducteur, on va appeler ça un snapshot. Ça va contenir des informations détaillées de troubleshooting. Et c'est des informations qui sont plus de la moyenne, parce que la moyenne parfois c'est pas parlant. Vous avez vu que finalement le temps de réponse il était peut-être pas si mauvais que ça, mais le problème c'est que j'ai des utilisateurs qui ont des temps de réponse qui sont de l'ordre de 20 secondes ou voilà, plus lent. Donc on va aller regarder une de celles-là. Donc un de ces images, c'est comme la police, elle prend l'image et elle regarde la planification et elle envoie une amende. Nous on va faire pareil avec le DBA, on va lui envoyer une amende parce que la transaction est trop lente. Donc on ouvre ce truc-là et c'est ça qui va vraiment nous servir à investiguer dans les problèmes. Donc ici, vous vous rappelez, j'ai parlé d'un identifiant unique de transaction. On le voit bien ici. C'est ça qui nous permet de suivre la transaction de bout en bout. Donc il y a effectivement un utilisateur qui fait un appel à mon Docker Web Service, à mon Docker Tier, d'accord, il passe un peu de temps ici, ensuite il fait un appel HTTP vers mon data service et ça refait un appel à ma base de données. Et là, j'ai l'impression que je passe un peu de temps, mais finalement pas tant de temps que ça dans ma base de données. Finalement, j'en passe beaucoup plus dans mon data service. Alors, soit j'ai un peu de connaissances techniques, je vous fais une démo, donc je continue. Soit j'ai pas de connaissances techniques, je suis pas au dev, j'ai pas envie d'aller plus loin, et puis de toute façon, j'ai pas de démo à faire. Donc ici, je capture le lien ici. Je mets dans un email, dans un ticket d'incident. Je sais pas si vous avez du Remedy, du ServiceNow, ce genre de choses. Et puis je demande à un développeur de regarder. Et du coup, le développeur, plutôt que de essayer de reproduire son problème en pré-prod, pardon, plutôt que d'essayer d'aller ouvrir des logs, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser Avdanix pour regarder ce qui se passe. D'accord? Donc on va se mettre dans la peau du développeur maintenant. Hop, je suis développeur. Et on va aller regarder ce qui se passe au niveau de cette transaction. Donc il y avait marqué un bouton Start. Donc ma transaction démarre sur ce composant-là. Et qu'est-ce que j'ai là? J'ai la vision en temps réel, en prod, sur le code qui est exécuté. Donc ça, pour avoir ça avec des outils traditionnels, ce niveau de détail, il va falloir passer du temps. Le but du jeu ici, c'est de regrouper en un écran effectivement l'ensemble des informations de ma transaction. Donc j'ai son temps de réponse passé. On voit ici effectivement l'arbre d'appel. Et puis surtout, on va voir ce qu'il fait au niveau du code. Ici, il fait des appels HTTP, a priori, donc des appels sortants. J'en ai surtout un qui est super lent ici, qui fait appel à mon data service. Comme j'ai un agent Avdanix sur l'autre composant, c'est une vision corrélée. C'est le même appel que je vais suivre. On est toujours sur le même appel. L'utilisateur, il a cliqué sur un bouton. Moi, je suis la transaction de bout en bout. C'est la même transaction que je vais suivre. C'est pas une moyenne, c'est pas on essaie de trouver les traces, c'est la même transaction. Parce que j'ai un agent Avdanix installé. Si j'en ai pas, imaginons que ça fasse appel à une application interne, un mainframe par exemple, ou un truc en logiciel, on rigolait tout à l'heure, je pourrais pas cliquer. D'accord, je m'arrêterai là. Mon diagnostic s'arrêterait en me disant, voilà, effectivement, quand j'appelle ce truc-là, ça ralentit.
Voilà, donc j'appellerai le responsable de ça et je dirais est-ce que tu peux regarder de ton côté. Si on a AppDynamics, on peut continuer notre drill down. Au niveau du composant suivant, je regarde juste l'heure. Et effectivement voir que ce composant-là, il exécute aussi un certain nombre d'actions et puis il va surtout faire des appels JDBC. Alors qu'est-ce qu'il fait comme appel ici? Il fait une requête ici de select, d'accord? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un doute. Voilà, ici c'est ça. Il fait un select et après il en fait. Ah oui, pardon, c'est ça. Il fait un prepare statement. Je vous rappelle, je vous dis que j'étais pas développeur. Il fait un prepare statement et après il exécute sa query. Le problème c'est qu'en fait il va fetch sa query. Donc le problème c'est qu'il fait une requête, qu'il retourne probablement un paquet de résultats et du coup il exécute son fetch 77 000 fois. Donc il peut toujours aller voir le DBA en le blâmant en lui disant que sa base de données répond pas, sauf que lui il fait 77 000 fois l'appel. Forcément même avec un temps de réponse d'une milliseconde ça va pas être bon. D'accord? Comme ce ne sera pas forcément une milliseconde, ça prendra du temps à être exécuté. Okay? Et surtout si vous regardez la requête là elle est pas très belle. Je sais pas si des bons développeurs parmi nous, ou des mauvais qui se diront oups, moi je serais capable de faire ça, comme tu connais rien, je serais capable de faire ça. Et effectivement, du coup, ça résulte en un grand nombre de données qui sont parsées. En faisant un fetch, du coup, ma transaction est lente. Okay, donc on arrête de blâmer le DBA, et là, on va plutôt blâmer le développeur. Bon, tant pis pour lui. Mais au moins, on a trouvé en quelques clics, c'est-à-dire en quelques clics, on va trouver l'origine du problème. On va essayer de pointer du doigt. On n'arrivera pas toujours. Il y a des fois où mon client me dit qu'est-ce qui se passe, je peux pas lui donner l'info. Ça arrive. C'est pas toujours magique dans une démo. Il y a des fois où on arrive à un endroit, on dit moi je peux pas te donner plus d'infos. Tu as un problème là. Je peux pas forcément te donner la root cause du problème. D'accord? Ça arrive. Alors, évidemment, quand je fais de l'avant-vente, donc forcément les clients me disent ça me sert pas tout le temps. Non, c'est vrai. Je peux pas résoudre tous les problèmes avec AppDynamics. On essaie d'en résoudre plein, mais on ne résout pas tous. Okay, donc là effectivement on trouve l'origine du souci. Donc après, à vous de voir comment vous voulez régler le problème. On pourrait très bien dire, du coup, effectivement, je fais une meilleure requête. Alors, je peux toujours aller râler au DBA et me dire, tu peux pas me l'optimiser? Ou bien alors, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait changer l'architecture de l'application, excusez-moi. Je vais enlever ça pour que ce soit plus clair. Et on s'est dit, on va mettre une V2, finalement, on va déporter, puisqu'on se rend bien compte qu'on tape trop dans la base de données, et on va mettre du cache. Alors du cache, on va mettre une base intermédiaire, on va déployer une version 2, et on va mettre une base MongoDB. D'accord? Donc plutôt que le data service, donc là on instrumente une V2 en parallèle de la V1, d'accord? On maintient la V1 ici, on instrumente une V2, on va rediriger une partie des appels vers la V2, on instrumente du cache, on va dire, avec du MongoDB. Pour déporter la logique ici, on requêtait dans ma base de données vers mon cache MongoDB. Comme j'ai les agents avec, je vous rappelais tout à l'heure, c'est dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous déployez ça, on va bien, une fois que vous avez l'agent AppDynamics à l'intérieur, il va découvrir automatiquement qu'il y a des appels qui passent par ici maintenant, d'accord, qu'on a une V2 en place et qu'il y a un cache MongoDB. Je n'ai pas besoin de dire à AppDynamics, tiens, j'ai mis un cache en place, il va le découvrir tout seul. Alors, sauf évidemment si un développeur a décidé d'être plus malin que les autres et de développer un driver différent ou d'utiliser une librairie spécifique ou redévelopper sa librairie MongoDB. Dans ce cas-là, nous, ce qu'on a mis dans notre agent pour détecter automatiquement, on ne le verra pas. Ça m'arrive parfois que les gens me disent c'est marrant, je ne détecte pas les appels à telle librairie, tel back-end. Oui, dans ce cas-là, peut-être parce que la librairie qu'ils utilisent est trop récente, ça peut arriver, ou trop ancienne, ou voilà. C'est une question. L'agent, c'est bien l'agent applicatif qui va s'occuper de détecter, en gros, on va monitorer du JDBC ou la lib standard Mongo. On n'a pas d'agent effectivement côté base de données. Non, effectivement, dans ce cas-là, dans ce cas-là ici, je n'ai pas d'agent sur la base de données. C'est pas obligatoire. L'agent Java, ou c'est pareil pour .NET, PHP, etc. Effectivement, il va détecter qu'il y a des appels sortants de type JDBC, ADO.NET pour du .NET. Et il va détecter qu'il y a des appels sortants vers une base de données. Tout à fait, oui. Voilà. Par contre, il y en a côté base de données aussi ou pas? Alors, en l'occurrence, oui, dans mon environnement de démo, j'ai aussi un monitoring base de données, et c'est l'étape suivante. Okay. Donc, effectivement, ici, on voit les appels sortants, on les découvre automatiquement. Donc, ma topologie est remise à jour. Donc, même si je fais un changement d'infrastructure, je vais redétecter mes changements automatiquement. OK. Voilà. Donc, alors l'idée, c'est maintenant, on va dire, effectivement, quel est l'impact de ma release sur mon application. On va regarder si finalement j'ai résolu le problème de temps de réponse en déportant ma logique, mes données. Et surtout, est-ce que
j'ai amélioré mon taux de conversion ou pas. C'est le secret. Donc on va aller regarder notre deuxième dashboard qui est le Release Analytics. Ils ont changé de nom. Release Analytics. Ouais, Release, peu importe. Et donc du coup, on va mettre, comme on a les deux versions en parallèle, d'accord, on a dit qu'on redirigeait une partie du trafic. Donc j'ai un quart du trafic qui passe par la V2. Et là, on s'aperçoit d'un truc, c'est que finalement, avec un quart du trafic vers la V2, j'ai quand même un taux de conversion, j'ai un taux de conversion supérieur. Du coup, je gère beaucoup plus d'argent. Du coup, ma V2, elle a l'air beaucoup plus efficace d'un point de vue métier. Alors effectivement, d'un point de vue utilisateur expérience, mes temps de réponse ont l'air de redescendre. Tant mieux. Et mon taux de conversion. Par contre, ici, j'ai pas mon icône. Je dois avoir mon icône qui est quelque part par là. Je vois pas. Et on a surtout mon taux de conversion, effectivement, qui remonte avec la nouvelle version en place. D'accord. Donc, du coup, on a réalisé quelque chose qui, effectivement, est positif, qui a un impact positif sur le business. Du coup, on peut justifier les investissements. OK. Et si on regarde, effectivement, si on compare les deux conversions, la V1 est toujours un peu bloquée sur sa compte profile parce qu'effectivement, ça marche pas bien. Donc, on a un taux de conversion qui n'est pas terrible. Et effectivement, on a un temps de réponse qui est meilleur sur la compte profile sur la V2. Et donc, ça nous conduit à un meilleur taux de conversion. Ouais. Tout à fait, exactement. En fait, on a, comme on disait tout à l'heure, on peut capturer des informations de métier. En fait, là, on met dans le code applicatif, on a un champ version, en fait. Exactement, c'est un data collector. Et monsieur connaît AppDynamics. Effectivement, on a un data collector. Donc là, on a un data collector qui nous collecte le montant de l'offre. Mais effectivement, on a un data collector sur la version de l'application. Ça pourrait être aussi sur l'URL. On pourrait très bien imaginer que mon application, dans un des segments de l'URL, il y a la version. Ça arrive, j'ai déjà vu ça chez les clients. Nous, on a essayé de pas le faire comme ça. Mais on a dans l'URL, on a la version de l'application. V1, V2, V3. Donc vous avez un... je ne sais plus ce que c'est, ça slash account profile. On va regarder les URL tout à l'heure. Mais voilà. On pourrait très bien imaginer comme ça. Donc ce qu'il faut, c'est qu'à un moment donné, j'ai accès effectivement comme un data collector, c'est comme ça qu'on le fait, à la donnée, la version de l'application. OK. Alors, on parlait tout à l'heure que si jamais j'ai un agent base de données, alors ça, c'est entre guillemets bien, le problème ne vient pas de la base de données, mais si maintenant je switch sur une application e-commerce, donc j'ai une autre application ici, et effectivement là, si on zoome un peu dans la carte, ici, voilà, là j'ai le temps de réponse passé ici au niveau de la base, j'en ai ici aussi. Donc là, effectivement, j'ai une base de données qui est occupée. Donc du coup, ce qu'on peut faire avec AppDynamics, au niveau de la même interface graphique finalement, je fais un clic droit sur la base et je vais aller investiguer dans la base de données ce qui se passe. Donc vous vous rappelez, j'ai parlé d'un agent base de données. La particularité de cet agent, ce qui est sympa surtout pour les développeurs qui n'aiment pas trop qu'on vienne sur leur plate-bande, c'est qu'il ne nécessite pas d'être installé physiquement sur la machine. D'accord, c'est une connexion JDBC. Et il y a 4 ans, je pense qu'on n'avait pas ce module-là. Même si on faisait un truc, on avait racheté une société à un moment donné, il faudrait voir exactement quand est-ce que c'était, mais on avait un outil à côté. C'était pas la même interface AppDynamics for Databases. Non, c'était même peut-être plus récent que ça. Donc maintenant, c'est totalement intégré au niveau de la même interface graphique. J'ai un module, tout à l'heure, on est parti sur la partie dashboard, ensuite on est allé dans la partie application. On va dans la partie database, j'irai tout à l'heure dans la partie user experience et serveur. Mais là, on est dans la partie database, on monitor nos bases de données. Et là, on va retrouver des choses assez classiques. Vous connaissez sûrement si vous prenez un Toad ou si vous prenez un Enterprise Manager Oracle ou une console SQL Server. On n'invente pas des informations, on ne crée pas nos propres métriques. On va chercher dans les tables des moteurs de bases de données type Oracle. On va chercher dans les 6 V$6stat, V$6stat. On va chercher les informations de performance. Effectivement, savoir quels sont les query wipe states. C'est de savoir un peu comment se comporte notre moteur avec les métriques déjà délivrées par le moteur. D'accord, on n'invente pas des métriques. On va simplement récupérer toutes les minutes ces métriques-là, les mettre à disposition dans AppDynamics et surtout les corréler avec le reste de l'infrastructure. Okay, voilà, donc on peut effectivement aller s'amuser à investiguer les problèmes de base de données, des problèmes SQL. Je crois que j'ai une requête ici qui doit être bien pourrie. Voilà, donc j'ai un SQL ici, un select count qui est exécuté assez souvent et qui pèse beaucoup. Et si on regarde cette exécution, on va savoir pourquoi cette exécution est lente. En l'occurrence, elle utilise beaucoup de CPU, donc, tant mieux dans un sens. Elle est assez intensive. Et puis on regarde qui est la base de données, pardon, qui est les clients qui est connecté dessus. On va retrouver ma requête et on peut aller jusqu'à l'exec-plan. Voilà, donc vous avez un outil un peu plus facile que, je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'Enterprise Manager, Grid Control. J'ai travaillé 5 ans chez Oracle. Chaque fois que je pouvais éviter de rentrer dans Grid Control, je le faisais.
Ça, sur le coup, dans le genre outil difficile à utiliser, on est au top. Après, c'est vrai que ça fait beaucoup d'autres choses. Mais du coup, voilà, c'est qu'on n'utilise pas souvent, c'est compliqué. Donc, ce que nous, on essaie de faire, encore une fois, c'est de simplifier le travail, que des gens qui ne sont pas des DBA, si vous êtes DBA, qu'il y ait d'autres gens qui puissent faire, entre guillemets, votre boulot. Moi, j'adore quand les gens font mon boulot. Hein. C'est essayer de faire le troubleshooting, entre guillemets, à votre place, qu'il y ait quelqu'un qui est moins expérimenté, qui a des profils moins techniques, qui puisse faire un premier diagnostic et apporter une information, que ce soit au DBA, au manager, une information un peu déjà qualifiée, et que du coup, il n'a pas besoin de faire ce diagnostic. D'accord ? Voilà, donc en l'occurrence, on peut aller jusqu'à l'exec plan. OK ? Alors, si vous vous rappelez, on a parlé un petit peu de cette vision de transaction, des transactions de métier au niveau des serveurs d'application. On a parlé de la partie database. Je ne vais pas encore parler de la partie serveur, mais bon, c'est un peu moins intéressant. Mais surtout, on a la partie expérience utilisateur. Finalement, on ne sait pas pour l'instant quel est l'impact sur les utilisateurs finaux. Donc, on va aller regarder cette partie-là, user experience. Et vous rappelez-vous, on peut faire deux choses. On peut instrumenter des pages web, donc avec un JavaScript qu'on va mettre dans les pages. Donc, si vous allez sur Boulanger, voilà, il y a un JavaScript qui est dans la page. On a aussi Fnac, Mythic, c'est des utilisateurs Mythic ici. B4Bank sont des gens qui surveillent leurs applications avec Dynamics. Donc on met un JavaScript dans les pages, ou bien on met un SDK dans les applications mobiles. Alors ça nécessite de recompiler l'application, on insère notre SDK, et quand vous téléchargez B4Bank aujourd'hui, il y a l'agent Dynamics qui est embarqué dedans. Et du coup, on va avoir ici la surveillance de mes deux applications, iOS et Android. On va aller regarder Android, parce que j'aime bien. Je ne suis pas très iPhone. Et effectivement, on va voir ici le comportement de mon application mobile, d'un point de vue global. Est-ce que j'ai des versions d'applications qui crachent plus que les autres? Est-ce que on retrouve cette notion de requête réseau, hein, donc votre application, elle fait des appels réseau, forcément, pour faire le check-out, il faut bien que je fasse un appel au back-end. Est-ce que les temps de réponse sont bons? Quels sont les crashs que j'ai? Quels sont les devices qui génèrent les crashs? Voilà, quels sont les devices qui vont me générer le plus de crashs? Quelle est la répartition géographique de mes utilisateurs? Finalement, est-ce que mes utilisateurs ils updatent les versions ou pas, hein? Quelles sont les versions Je ne sais pas si vous forcez. Il y a certaines applications qui vous forcent à upgrader. Puis il y a des applications, vous pourriez très bien avoir la même version depuis quelques années, ça tourne toujours. Quelles sont les versions qui sont vraiment utilisées? Quels sont les opérateurs téléphoniques? Comme ça, on avait un client, c'était... j'ai un trou, je fatigue un peu, désolé. Un client au UK dans le retail qui a détecté effectivement comme ça qu'ils avaient des problèmes spécifiques avec Vodafone dans une certaine région de l'Angleterre. Donc c'était pas toute l'application, c'est vraiment un endroit particulier grâce effectivement à Dynamics en isolant quels étaient les opérateurs. Du coup, ils ont appelé Vodafone en disant là, il y a quelque chose qui se passe, on aimerait bien savoir parce qu'on veut vous impacter nos utilisateurs. OK. Alors le but d'AppDynamics, on va revenir aussi sur la partie browser, donc la même chose avec la partie web. On va prendre notre application e-commerce ici. Et on va retrouver effectivement cette notion de quels sont les navigateurs qui sont utilisés, d'où viennent les utilisateurs, quels sont les temps de réponse. Et puis on va rajouter une dose de synthétique. Je ne sais pas si vous connaissez les robots. Alors en France, je sais qu'on a eu beaucoup de new tests à une époque, ou IP Label, connu aussi. Voilà, donc ces robots qui rejouent des scénarios tout le temps. Moi, j'avoue, hein, quand j'essaie de ne pas le positionner, parce que franchement, ça c'est un boulot monstre à maintenir. Le scénario, il ne marche jamais. Vous déployez 20 fois, il donne des temps de réponse qui ne sont jamais ceux d'utilisateurs. Donc au final, la valeur n'est pas... Moi, je ne trouve pas ça extraordinaire. Maintenant, il y a des clients qui en veulent. C'est bien si vous avez des applications qui ne tournent pas 24/7. Donc si vous avez effectivement des applications qui vont ouvrir à 8h du matin, des applications B2B, avec un robot, vous savez avant que les utilisateurs se connectent que l'application marche ou pas. Okay, ça vous donne une espèce de mesure de référence. Mais l'approche supérieure, c'est vraiment de se dire, j'introduis cette notion de real user, ce JavaScript dans les pages web de l'utilisateur. Et du coup, je mesure vraiment le comportement de l'application. OK, donc on va retrouver effectivement la répartition, etc. Alors là, du coup, on va aller regarder nos requêtes utilisateurs. Hop, on va regarder ici. Nos pages et les requêtes Ajax. Alors ça marche effectivement pour les applications entre guillemets traditionnelles HTML ou pour les SPA, les Single Page App. En l'occurrence, ici, on a un exemple avec Angular. On va les classer par... attendez, je vais juste me remettre ici dans l'intervalle dans les 2 heures. J'en ai mis voilà, comme ça. Voilà, on va regarder nos pages. Alors, vous voyez ici, effectivement... Ah, tiens, j'ai encore un truc allumé. Hop. Je triche un peu, j'ai un petit plugin qui me permet de changer les noms au passage. Ça devrait disparaître. Donc, on a nos principales pages web. Alors, effectivement, on a créé le checkout, fetch catalog, on a le add to... ça doit être un add to cart. Excusez-moi, j'ai un effet démo un peu bizarre. J'aurais juste surchargé. Donc on va identifier nos pages web. Ça peut être fait soit par une balise, soit par un paramètre, soit par une partie de l'URL. On va identifier nos
Ça, c'est la page d'accueil. On va identifier nos pages web et effectivement les classer par temps de réponse. Donc je retrouve mon checkout ici, qui est ma transaction la plus importante. Peut-être pas la plus utilisée, mais en tout cas la plus importante. Et on va aller regarder comment se comporte ce checkout. Donc là, on est vraiment dans la mesure du temps de réponse de l'utilisateur. Ce que vous avez 3 secondes ici, c'est la mesure du temps de réponse de l'utilisateur jusqu'au load event. Alors après, ce matin, j'avais un client qui me disait, toujours le même client d'ailleurs, j'ai eu le cas la semaine dernière, il me disait, moi ce qui m'intéresse, c'est le first byte. Voilà, la métrique, le KPI que mon métier me demande, c'est le first byte. Alors je vais dire, putain, les métiers, ils sont super techniques, c'est bien. Mais voilà, bon, nous dans Appdynamics, en général, on se parle plutôt quand on parle du temps de réponse, on parle vraiment du load event, d'accord ? Je ne sais pas s'il y a des développeurs front ou des gens qui sont un peu familiers avec les technos HTML, ça devrait aller. Voilà, donc on mesure effectivement le temps de réponse que vous avez 3 secondes là, c'est bien le temps de réponse moyen jusqu'au load event. Okay, donc ça, on a notre page. Ici, donc déjà, essayer de comprendre d'où vient le temps de réponse. En l'occurrence, ici, on sait qu'on a une bonne partie qui est passée dans la partie serveur, hein, le temps que le serveur construise la page et qu'il envoie les données. Et surtout, ce que va faire Appdynamics, vous voyez ici la business transaction, c'est ce qu'on va automatiquement lier cette page web avec la transaction Java, hein, l'exemple ici, une application Java qui est exécutée dans le back-end. Alors c'est un hasard qu'elle porte le même nom, enfin c'est un hasard. En fait c'est presque, on n'aurait pas dû faire ça, bon, sauf qu'on l'a fait, mais c'est inopportun. C'est que à partir du moment où vous avez une page web, elle pourrait s'appeler Toto, et une transaction Java qui pourrait s'appeler Titi, ce qui permet de les relier entre elles, c'est pas le nom. C'est le fait qu'on a un identifiant unique dans la page, que le serveur d'application, l'agent Java va voir, il va dire c'est la même. Donc quand tu appelles cette page-là, cette page web, en fait tu appelles cette transaction métier derrière, cette transaction au sens Java du terme. Okay, c'est par l'identifiant unique qu'on va faire le lien. Du coup, bon, on voit qu'ici notre page est un peu dégradée, mais encore une fois c'est une moyenne, donc il y a sûrement des gens qui ont des meilleurs temps et des gens qui ont des moins bons temps. Un des indicateurs, je crois qu'on en a un, pas forcément ici, mais on a aussi des percentiles. Je crois qu'on a quelque part par là des percentiles. Voilà, ça permet d'avoir un peu de mesure un peu plus statistique, plutôt que vraiment que la moyenne. J'arrive pas à trouver les statistiques. Et surtout, on a les données brutes de chacun des utilisateurs. D'accord ? On va retrouver ce concept de snapshot. On va prendre un détail plus important de la transaction utilisateur. On va les classer par temps de réponse. Hop. Voilà, j'en ai un bel exemple ici. On va retrouver effectivement un navigateur web Chrome, d'un ordinateur, Linux, depuis l'Inde, qui a fait un checkout, qui a eu 33 secondes. Donc on va aller regarder cette trace-là. Et on va regarder ce que pour cet utilisateur-là, il a eu. On n'est plus dans une moyenne, on est vraiment dans une donnée brute. Et là, il y a vraiment un Gugus qui était derrière son écran et qui a attendu 33 secondes que la page va bien se charger. D'accord ? On a derrière son adresse IP ici, on a son navigateur. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire des data collectors au niveau HTML. Donc vous pouvez collecter des données supplémentaires dans la page. Vous pourrez connecter son username. Bon, je crois qu'il y a j'ai une autre application où je collecte des données. On pourrait connecter son username. S'il fait un checkout, on pourrait collecter la valeur de son caddie. Donc on peut rajouter des données collectées et on les aura ici, des données supplémentaires. Et nous, on ne le fait pas. Parce que y a des gens qui me disent non, moi, il n'y a pas moyen de connecter l'username, c'est privé. J'aurai des soucis avec la CNIL, donc je ne veux pas le faire. Ok, très bien. Donc nous, de toute façon, on ne sait pas où est la donnée, donc c'est à vous, au client, de configurer Appdynamics pour dire où est-ce que je peux collecter le login de l'utilisateur, son email, etc. Donc là, j'ai cet utilisateur-là qui, a priori, a l'air de souffrir de temps de réponse. On valide bien que notre hypothèse soit en disant oui, effectivement, j'avais l'impression que c'était dû au serveur. C'est bien le cas. Donc c'était une valeur moyenne, mais c'est bien le cas effectivement pour lui. Donc effectivement, là, un temps serveur très long, pardon. On peut valider aussi au niveau des ressources, si j'ai des soucis ou pas. Hein, les ressources sont téléchargées par le navigateur. Donc là, on a notre page web qui est téléchargée. Et puis, il y a toutes les ressources, hein, les images, les feuilles de style, les JavaScript, etc. Bon, on a un exemple d'une image. Est-ce qu'elle est mon image ici, voilà. J'ai une FB. Qu'est-ce que c'est FB ? J'ai une FB.png qui est un peu grosse, voilà, qui pèse un peu lourd. Et donc, effectivement, celle-là, potentiellement, elle pourrait éventuellement impacter mon application. Et surtout, le browser attend que le serveur veuille bien lui répondre. D'accord ? Donc là, il est en attente. Le serveur d'image, celui qui a l'image, lui veut bien lui délivrer. Alors typiquement, on règle ce genre de problème avec un CDN par exemple, ou avec un meilleur cache, ou en déportant la logique. Voilà. Donc là, on aurait aussi un plan d'action. Si ça c'était vraiment, parce que bon, là le temps de réponse, c'est pas ça qui impacte ma page, hein. Ça n'a pas les masses. Mais on pourrait avoir un autre scénario où le temps de réponse n'est
que dû au temps de téléchargement des ressources. Et ici, on aurait une bonne idée de comment régler le problème. Alors, on va revenir sur ma transaction, parce que finalement, celle-là est due au back-end. On voit bien que le temps de réponse, il est essentiellement passé sur le back-office. Et donc, ce qu'on fait à Dynamics, c'est qu'on va relier la transaction, enfin la page web, front, avec le back. Et du coup, vous avez bien, vous vous rappelez, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais il n'y avait pas d'utilisateur en face, comme c'est une API. Hop. Ici, on a bien un navigateur qui fait un appel à mon application Java, qui fait multiples appels d'ailleurs. Il y a de l'asynchrone, hein, là les flèches pointillées, c'est que c'est fait en asynchrone. Et puis si on regarde bien le temps de réponse, on voit qu'il est environ passé ici. Alors, encore une fois, on pourrait appeler le DB et dire « Ah, c'est la base de données qui rame », ou bien on va regarder si c'est bien effectivement au niveau du code, si c'est bien fait ou pas. Okay, donc là, on voit a priori potentiellement où sont le problème. Alors je l'ai aussi ici, on voit qu'a priori je fais plusieurs fois la même requête, qui prennent à chaque fois 8 secondes. Donc on a déjà une idée du potentiellement où est le problème. Encore une fois, on peut prendre le lien ici et le publier à mes collègues de manière à investiguer. Ok. Donc on va regarder ici celle-là. Et je vais vous montrer un truc un peu différent sur celle-là. Donc on retrouve le call graph dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais en parallèle, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir aussi la santé du serveur sous-jacent. Donc le Nagios-like. Juste pourquoi il n'est pas enable, ça c'est un souci sur notre environnement de démo, super. J'avais fait démo, ça c'est bizarre ça. Alors, on va regarder sur le serveur suivant. Ça c'est bizarre, on va regarder, on va faire ici. Et on va aller regarder sur le serveur suivant. Donc là, mon temps de réponse est passé, où est-ce qu'il est passé? Où est-ce qu'il est passé mon temps de réponse? Ah là voilà, j'en ai une partie là, donc j'ai un appel SOAP ici, de 8 secondes. J'en ai encore un nouveau ici. Et puis si je regarde, j'en avoir encore un autre ailleurs. Donc déjà, on le fait 3 ou 4 fois. Est-ce que c'est normal de faire 4 fois? Là, on peut dire, bon bah non, c'est pas normal de faire 4 fois l'appel et je devrais faire quelque chose au niveau de développement pour faire qu'une fois. Je retrouve mon appel qui est lent ici. Je drill down vers le serveur suivant. Vous vous rappelez tout à l'heure, la corrélation de bout en bout. On est bien à suivre ma requête de bout en bout. Et, ah oui, j'espère que ça a marché là. Tadam, effet démo. Ah ouais, ah bon, là, il y a vraiment effet démo. Bon, bah, je vous montrerai pas les graphes. L'idée, c'est d'avoir la santé du serveur en parallèle de la santé de ma transaction. Ici, c'est l'intervalle de temps pendant lequel s'est exécutée ma transaction, les 33 secondes. Et vous retrouvez la santé du serveur 15 minutes avant, 15 minutes après. Donc, c'est plus facile de corréler plutôt que d'aller voir une autre console de monitoring, un Nagios à côté, un BMC Patrol, un HP OpenView, un autre outil. On a tout concentré dans le même écran. Donc, on a toutes les informations qu'il nous faut pour diagnostiquer le problème. Et un des exemples que j'avais ici, j'étais chez lastminute.com, qui a depuis... ah non, ils sont toujours là, mais ils ont été rachetés par les Espagnols. Il y avait une transaction qui était toutes les 2 heures qui était lente. D'accord. Et dans le call graph, qu'est-ce que j'avais vu? Dans le call graph, je voyais qu'il faisait des loggings. Donc il y avait de l'écriture dans un log. Bon, pourquoi pas. Sauf qu'en même temps, en tout cas sur le serveur, je voyais à la fois des disques, je voyais des gros reads sur le disque. Et toutes les 2 heures. Puis bon, c'est bizarre quand même que toutes les 2 heures sur le serveur, il y a un read. Donc je suis allé voir les admins. Et je leur ai demandé qu'est-ce qui se passe il y a un truc qui se passe sur le serveur toutes les 2 heures. Et ils m'ont dit, bah oui, effectivement, on a centralisé notre configuration de 400 JVM dans un seul fichier de configuration Puppet. Et du coup, toutes les 2 heures, en fait, on lit le fichier. Et en fait, le fichier est devenu tellement gros, contenant toute la configuration des 400 JVM, que du coup, bah, ça met un certain temps, alors qui n'est pas non plus extraordinaire, mais ça met du temps à lire. Sauf qu'en parallèle, il y a une transaction qui fait de l'écriture, et du coup, cette transaction-là, spécifiquement qui fait de l'écriture au même moment, elle est ralentie. Donc toutes les 2 heures, cette transaction-là était ralentie par la lecture du fichier. C'est genre le problème, sans outils comme ça va être compliqué à aller chercher. Okay. Donc là, un des atouts d'avoir une solution comme ça, où on peut centraliser la visibilité à la fois au niveau du serveur et de l'application pour comprendre l'impact du serveur sur cette application-là. Okay. Voilà, donc on voit mes appels. Alors du coup, je vais passer sur autre chose. On voit mes data collectors. Non, ils sont là, mes data collectors. Hop. Ici, je dois avoir des beaux data collectors. Voilà, on parlait de data collector. Bah, en même temps, comme je dois passer les requêtes, le ligne de code, bah, je peux capturer des informations métiers. Donc, je peux capturer le nom du utilisateur, son type de client, la valeur de son caddie. Et donc, du coup, bah, c'est là où je vais dire, bah, qu'est-ce qu'est fait cet utilisateur-là? Donc, je pourrais me dire, bah, est-ce que j'ai d'autres requêtes de cet utilisateur-là? Qu'est-ce qu'il a fait avant? Qu'est-ce qu'il a fait après? Donc, je pourrais rechercher son parcours utilisateur. Ou bien, je pourrais extraire l'ensemble des utilisateurs qui ont été impactés, me mettre ça dans un fichier et puis envoyer ça au marketing en disant bah voilà, tous ces gens-là, ils ont été impactés par un problème de performance, on est désolé, on travaille dessus, bah, on peut peut-être leur offrir un coupon ou autre. Okay. Et puis bah, comme ce problème-là, on voyait qu'a priori... Hop, non, il est parti ici. Voilà, donc ici, j'ai toujours mon exécution base de données, donc on voit un bel ordre bien gros au niveau de ma base de données. Donc celui-là, sur le coup, c'est vraiment un select classique, une query qui met bien du temps.
Bah, comme en même temps j'ai mon outil base de données, je vais, donc on voit ici que c'est mon appel base de données, je vais drill down au niveau de la base. Donc je vois le détail de l'activité de ma base. Et cette fois-ci, vous vous rappelez tout à l'heure, quand je suis allé voir dans la partie base de données, quand je vais montrer le module base de données, j'étais générique au niveau de la base. J'arrivais dans la page d'accueil de la base. Sauf que maintenant, comme j'ai un ordre SQL spécifique que j'ai envie de suivre, je double-clique dessus et j'arrive directement dans le contexte de ma base de données au niveau de la requête SQL exécutée. D'accord? Alors, c'est le par SQL ID, hein, on fait le lien. D'accord? C'est le SQL ID que vous voyez là. Et donc j'arrive sur la requête, son nombre d'exécution, le temps de CPU qu'elle prend, son elapse, etc. Et là, cette requête-là, pourquoi elle prend du temps? Bah parce qu'elle est lockée. Elle est lockée par quelque chose. Donc ma requête, effectivement, sur mes tables, là, qui fait un beau join d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle est exécutée par effectivement mon schéma world. Bah, elle est bloquée. Donc je vais regarder les autres requêtes. Et on retrouve ma requête de tout à l'heure. Voilà. En fait, c'est celle-là qui bouffe du CPU et c'est celle-là qui va bloquer l'autre requête. Okay. Donc encore une fois, je pourrais râler auprès du DBA, mais en fait là, il y a clairement un problème de lock. Donc du coup, on pourrait régler. Soit on fait en sorte que cette requête-là soit plus rapide. Alors c'est juste que sur le plan d'exécution, c'est une requête pourrie. Hein, elle fait un cardinal join sur une table qui fait 10 millions de lignes, donc forcément, ça prend du temps. Ces informations-là, comment est-ce qu'on va les chercher dans la base du coup? Alors, tu te rappelles de notre agent DB qui va requêter toutes les minutes la base de données pour aller collecter dans les tables de performance. En l'occurrence ici Oracle, ça pourrait être la même chose sur MongoDB, Sybase, DB2, MySQL, SQL Server. On va collecter les informations de performance, il y a tout ce qu'il faut dans les moteurs base de données. Et du coup, lui, on l'installe où? Alors, tu l'installes où tu veux. Je vais revenir sur le slide que tu voyais tout à l'heure. En fait, on fait une connexion JDBC. Donc, tu n'as pas besoin physiquement de l'installer sur la serveur base de données. Parce qu'en fait, on utilise simplement une connexion JDBC. Donc, dans un déploiement simple, modulo, la volumétrie, etc., l'agent lui-même, le truc qui fait la collecte, en fait, on devrait plutôt s'appeler ça un collecteur qu'un agent, tu le mets sur le contrôleur, la machine AppDynamics, ou tu le mets sur un serveur qui ne fait pas grand-chose d'autre, une machine d'infrastructure. Et tu mets cet agent-là, c'est un process Java, et on va le configurer via l'interface graphique. On va lui dire, voilà, ici, je vais aller configurer mes collecteurs. Donc je vais dire ici, bah, j'ai une base de données, donc je vais rajouter une base de données à monitorer. Ah, j'ai pas les droits. Ouais, ici dans l'édité 1. Ouais, je vais lui spécifier où est-ce qu'est la base, quel est son listener, quel est l'username password pour me connecter. Là, il y a un utilisateur root, il faut qu'il ait des droits. Non, il y a quoi comme droit? Très mauvais exemple. Comme quoi la démo des fois. Ouais, pareil, c'est un très mauvais exemple. Encore un user system. Alors très mauvais exemple. En fait, non, il n'y a pas besoin. Alors il n'y a qu'une seule base qui nécessite des. D'ailleurs, j'ai le cas lundi prochain. J'installe AppDynamics chez un client et il a du Sybase. Sybase est la seule base de données qui requiert le. Alors je sais plus comment ils appellent ça, l'admin sur Sybase. Bon, après, qui a encore du Sybase? Il y en a encore, la preuve, c'est que j'y vais. S'il n'y a que Sybase qui requiert des privilèges type admin, le reste des bases de données requiert sur Oracle, ça nécessite un user normal qui a juste le droit de connect et qui a le droit de voir les tables systat, cstat et une ou trois bases. Donc c'est que des bases d'infrastructure. Il n'y a pas besoin de visiter sur les tables métiers. C'est des utilisateurs assez basiques au niveau des privilèges. Ok. Il n'y a que Sybase, je ne sais pas pourquoi Sybase, c'est pas possible. Le micro pour qu'on entende l'enregistrement. Question, c'est du coup on peut pas merger l'agent applicatif et l'agent base de données parce que du coup ça fait ou c'est peut-être des histoires de licence aussi ou de produits pas pareils. Il y a un peu de tout. Parce que si c'est du JDBC, j'ai envie de le dire, je pourrais le mettre sur mon appli quoi. Ouais, mais du coup tu voudrais faire le boulot à ton appli? L'agent qui est dans ta JVM, ouais. Tu voudrais lui faire le boulot de faire des requêtes base de données JDBC toutes les minutes alors qu'il est censé juste surveiller l'appli? Ça te choque pas? Sur un environnement mutualisé, j'ai envie de dire que je m'en fiche. Sur un environnement mutualisé. Si ça tourne sur de la grosse VM qui est sur des grosses babas. Ouais, mais imagine t'as un process dans un microservice. Du coup, il faudra de la mémoire, il faut qu'il transmette les données. Non, l'idée c'est vraiment. Alors, il y a effectivement un aspect de licence quand même, malgré tout. Hein. Nous ne l'aurons pas. Ça, c'est des licences différentes. On reste un éditeur à faire de l'argent. Donc, du coup, c'est des licences différentes. Et complètement autonome et séparé. On a des clients qui font que de l'APM. Historiquement, on a évidemment beaucoup de clients qui font que de l'APM.
On a des clients. Alors en général, ça va bien avec ça. C'est-à-dire que les clients, à un moment donné, quand ils disent, bah moi, je veux de la visiter au niveau du serveur d'application, j'aime bien avoir de la visiter au niveau de la database. S'il me dit, j'ai déjà plein d'outils de supervision au niveau de ma base de données, je suis super content, mes débats, ils font un super boulot, je dis, bon, bah non, pas besoin. Et on a quelques clients, c'est assez rare en France, j'en connais pas, qui n'utilisent que module base de données. Ça arrive. On a aussi des clients qui n'utilisent que la partie end user. On a la Lloyds à Londres. On voulait leur vendre nos agents, il se trouve qu'ils ont du computer associé du CA Wiley qui est assez très politique, donc ils ne voulaient pas changer. Et par contre, ils adoraient la partie user. Ils ont évalué plein de solutions, type HP, etc. Ils ont choisi AppDynamics, c'est une instrumente que la partie browser. Alors évidemment, on essaye de revenir en disant, ce serait bien que vous ayez ça aussi, mais ça c'est notre histoire. Mais ces agents, ils sont complètement autonomes, d'accord ? Vous n'avez pas besoin d'avoir les 4 types d'agents pour avoir la valeur. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Maintenant, techniquement parlant, ce qu'on veut, c'est que déjà un seul agent, un seul binaire de l'agent, il peut collecter plusieurs données. D'ailleurs ici, je crois qu'on a un seul agent qui collecte toutes ces bases de données. On peut aussi imaginer que vous ayez des applications qu'on ne peut pas instrumenter, c'est ni Java ni .NET, et vous voulez quand même monitorer la base de données. Donc on a plein de cas d'usage qui fait que c'est quand même mieux d'avoir séparé. D'accord ? Et comme le but du jeu, c'est d'avoir un agent Java ou un agent .NET qui soit le plus petit possible, avec la plus petite empreinte possible, bah on essaye de le faire le moins de boulot possible. Donc du coup, pas monitorer la base de données. Okay. Après, oui, ça pourrait avoir sens, mais du coup, on aurait 2 types d'agents, un agent qui incorpore tout. Voilà. Bah, c'est toujours le risque d'avoir plusieurs agents, d'avoir plusieurs agents à déployer, mais d'un autre côté, qui sont plus petits, ou avoir un gros truc qui fait tout. Bon, il y a toujours un juste milieu à trouver. Ok. Voilà, je crois qu'on a abordé pas mal de choses. Si la dernière chose qu'on va évoquer, on parlait tout à l'heure effectivement de, vous avez vu, il y a pas mal de couleurs, hein, il y a des événements qui apparaissent dans AppDynamics, donc soit des problèmes de performance, des problèmes de nœuds. Ah oui, on n'est pas allé voir la partie serveur en détail. Il faudrait que je fasse un mail après pour aller avec l'environnement de démo. Oh là oui, ça ne va plus du tout là. Je dois avoir un mail dans ma boîte aux lettres qui dit qu'on a un souci sur l'environnement de démo. Donc on a la partie serveur également à la Nagios avec des tableaux de bord spécifiques. Et tout ceci peut donner lieu à des alertes. D'accord ? L'idée, c'est de dire, quand j'ai un événement, soit une métrique de performance, soit une règle de santé qui est violée, qu'est-ce que je veux en faire ? D'accord ? Alors, je peux effectivement juste le laisser dans AppDynamics, hein, et il faudra que j'ai AppDynamics ouvert pour m'en apercevoir. Ou bien, je peux effectivement déclencher des actions qui peuvent être de la notification. Hein. Encore une fois, on peut faire du SMS, du mail, une ligne de commande. On fait l'intégration avec Jira, avec ServiceNow, avec Slack. Donc, on a pas mal de choses qui peuvent être faites. Ou bien on peut même faire des diagnostics, hein. Typiquement prendre un thread dump, voilà, ça peut être utile d'avoir un thread dump à un moment donné, déclencher, on peut aussi prendre plus de snapshots, ou bien faire de la remédiation, donc on parlait d'augmenter un peu la connexion JDBC, ici je dois avoir un exemple d'ailleurs, hop, ici je prends l'application e-commerce, boum, et que je viens dans mes actions. Ici on a 3 types de scripts, on a un Slack alert, alors pour les curieux je pourrais montrer à quoi ça ressemble dans Slack, on a la remédiation qui dit bah, je vais augmenter mon pool de connexion de JDBC quand je détecte effectivement que j'atteins des limites, ou bien carrément un peu plus violent, je vais redémarrer mon serveur d'application quand j'ai un souci. J'avouerai qu'en France, je ne vois pas beaucoup de gens, même en Europe continentale, je ne vois pas beaucoup de gens qui automatisent. On est assez frileux sur l'automatisation des résolutions de problèmes. Parce qu'on préfère le contrôler. Bon, c'est comme ça. Honnêtement, j'en vois pas beaucoup. Okay. Voilà, donc on peut effectivement faire interagir AppDynamics, à la fois envoyer des éléments vers l'extérieur. On a aussi des gens qui ont des consoles de supervision centralisées. Voilà, un HP, un Tivoli, etc. Je voudrais savoir si on peut déclencher un redémarrage, par exemple, que la nuit, pendant la nuit. Alors, quand on définit, très bonne question, quand on définit sa règle de santé, j'en prends une au hasard, on va lui définir quand est-ce qu'elle est valide. D'accord ? Donc on définira une règle de santé spécifique, avec une action spécifique attachée qui dira « ne fais ça que si c'est la nuit ». Parce qu'effectivement, j'ai personne au support, ou ça me coûte plus cher, ou je sais que j'ai un délai d'intervention qui est plus long. Donc effectivement, je veux le faire que la nuit. Donc oui, effectivement, on peut jouer sur des scheduling ici, et de dire, bah voilà, ce truc-là n'est valide que dans des horaires. Alors, ceux qui aiment bien les Unix, là, on peut faire des expressions cron. C'est sympa. Voilà, on peut définir un calendrier sur lequel on aura nos actions qui seront notre règle, qui sera violée que dans un intervalle de temps donné. Okay. Voilà. Alors je vais venir sur mon dashboard. Voilà, donc j'ai essayé de faire un petit tour sur quelle heure est-il. Voilà. Je pense que ça fait 1 heure à peu près, ça. Ouais. Je pourrais parler beaucoup plus longtemps. Hein.
Si vous voulez, mais vous avez peut-être assez écouté. Je suis ravi aussi d'écouter un peu votre feedback. Voilà, l'idée c'était de vous présenter un petit peu AppDynamics, un petit peu tous les concepts, tout ce qu'on peut faire avec l'outil et ce que ça nous apporte comme valeur. On a parlé vraiment effectivement en quelques clics, essayer de trouver l'origine des problèmes, comment être alerté plus intelligemment, diminuer le nombre de je ne sais pas si les nombres d'alertes chez vous ça parle. On a des clients qui disent mais moi voilà, avoir 500 alertes par jour c'est pas possible, donc je veux réduire mon nombre d'alertes. J'ai des clients qui achètent Dynamics juste pour réduire le nombre d'alertes. Et pour l'anecdote, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, on avait vendu à Cisco il y a 3 ans AppDynamics. Ouais, c'est à peu près 3 ans. Ils avaient acheté AppDynamics. Leur principal use case, c'était de réduire effectivement le nombre de false positifs qu'ils recevaient. En gros, c'était l'équipe sécurité de Cisco et ils recevaient un grand nombre d'alertes par an. Ils en avaient marre de gérer des alertes storm, comme on dit, et ils ne savaient plus quoi faire de leurs alertes. Donc, ils ont acheté AppDynamics dans l'idée de réduire le nombre de faux positifs et de se concentrer sur les bonnes alertes, entre guillemets. Des alertes qui sont liées à des transactions métiers qui font vraiment quelque chose, et deux, en arrêtant d'avoir des seuils statiques qui fait que ça n'arrête pas de clignoter, qu'il faut tout le temps ajuster les seuils. Et pour l'anecdote, donc j'ai oublié de préciser, c'est que Cisco avait acheté AppDynamics il y a 3 ans. Je crois qu'ils ont déployé 15 000 agents au travers de 23 data centers dans le monde en moins de 15 jours. Ça vous donne un peu l'échelle de grandeur. Et tout ça reportant à une seule machine. Je n'ai pas précisé tout à l'heure, je sais pas si c'est des grosses entreprises parmi vous, mais la scalabilité d'AppDynamics est assez forte. Je crois que c'est une des meilleures du marché pour le nombre de serveurs le plus réduit possible. Donc pour l'anecdote, et si vous avez suivi l'activité, on a été racheté par Cisco. Donc l'annonce a été faite fin janvier. 24 heures avant de rentrer en bourse, on a été racheté par Cisco pour la modique somme de 3,7 milliards, qui, par rapport à notre chiffre d'affaires, le dernier chiffre d'affaires affiché par AppDynamics, qui était de 236 millions de dollars, qui est le plus gros rachat en termes de multiples dans l'industrie du software. Il n'y a jamais eu un rachat aussi gros en termes de multiplication entre le dernier chiffre d'affaires réalisé et le montant de l'acquisition. On est assez content, hein. Les stock options qui nous attendent à la maison. Mais l'idée de Cisco, c'est effectivement de sortir un petit peu. Vous savez, Cisco, c'est un peu l'entreprise qu'aujourd'hui a du mal, hein, comme Oracle il y avait quelques années, de revolutionner le modèle de vente. Vendre des routeurs, c'est bien, mais dans un data center moderne avec plein de cloud partout, ça fait plus grand-chose. Ils sont secoués de partout. Et ils ont décidé d'acquérir AppDynamics pour renforcer leur pôle IoT. On est rattaché au business IoT, pour investir plus dans le software et avoir une solution effectivement plus proche des applications. Voilà, donc on a été racheté. Je suis employé Cisco depuis, je crois, le 1er juin de cette année. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là. On va partager un moment ensemble. Moi, j'ai une question. Quand on passe dans un environnement plus dynamique, type cloud, mes instances, elles vont changer en permanence. Ouais. Comment est-ce qu'ils détectent que c'est le même nœud pour pas se planter sur ces statistiques, et comment ça va se passer quand j'ai des noms de machines qui vont changer tous les 4 matins? Ok, très bonne question. Effectivement, ce que tu vois ici, là, c'est que tu as 108 nœuds, d'accord, qui en fait concourent tous à la même logique métier. D'accord, on a la notion d'application, donc c'est mon application Payment Modernization ici. J'ai la notion de ce qu'on appelle un tiers dans AppDynamics, donc qui porte un nom, Docker Web Tier. Et ensuite, j'ai la notion de nœud. 3 notions différentes. D'accord. Donc dans un environnement super dynamique, et c'est le cas de notre environnement ici, donc si je vais dans mon nœud ici, on voit bien que j'ai un nœud qui concourt à la logique API, qui est connecté avec le web tier, qui est connecté avec d'autres composants, qui a 108 nœuds, mais le tiers lui-même est le même. Donc les métriques ici, le temps de réponse, quel que soit le nombre de nœuds, et que ce soit les types de nœuds ou le nom des nœuds que j'ai derrière, va être la même. Donc mon KPI ici, temps de réponse, sera toujours le même. Il est agrégé, c'est une moyenne de l'ensemble des temps de réponse, de l'ensemble de mes nœuds ici. Donc je vais aller sur mes nœuds ici, mes 108 nœuds. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une politique de nommage de nœuds. Alors en l'occurrence, il y a des switches dans AppDynamics pour automatiquement nommer le container avec un identifiant derrière, qu'on va réutiliser aussi au bout d'un certain temps. Sinon, on finirait par avoir des 1000, 2000, 4000, des chiffres hallucinants. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va agir sur plusieurs paramétrages. Effectivement, le nom qui va être automatisé. D'accord. Donc quand je vais spinner un nouveau container, il va prendre un l'identifiant suivant. Ensuite, l'identifiant, je vais dire qu'il va s'arrêter à 100 par exemple. Alors, en l'occurrence, ça va être un peu plus ici. Je peux réutiliser mon nom de nœud au bout d'un certain temps. Reuse node name. Et puis, dernière chose, je vais aussi jouer sur la durée de vie de mon entité au sens dans mes métadonnées. Donc, ce truc-là, il a une durée de vie. Donc si je vais au niveau de ce nœud-là, d'ailleurs, il est plus actif. C'est un bon ou mauvais exemple, mais ce nœud-là est plus actif. On va regarder sur une semaine ou 2 semaines. Après, ça fait longtemps qu'il n'a pas été plus actif. Et d'ailleurs,
Ok, bon, bah voilà, j'ai l'exemple ici d'un nœud qui est plus là. Et ce qu'on peut faire, c'est agir, et donc pas dû le faire dans le démo, on peut agir sur la... Ouais, d'accord, d'ailleurs, je vais prendre ici tout simplement, ce sera plus pratique comme ça. Hop, je vais regarder mes agents. On a un vrai problème en ce moment. On doit avoir un souci en ce moment. Sur en démo. Voilà, tiens, j'en ai un ici qui est dispo. Donc ces agents-là sont arrêtés. Ce qu'on peut jouer, c'est sur la durée de vie du container. Il y a des paramètres dans Dynamics qui te disent au bout de combien de temps j'efface, je supprime de la base mon entité ici. D'accord. Comme c'est un container dynamique, tu peux très bien dire au bout de 48 heures, si c'est rien passé, je m'en fiche, je l'efface. Si c'est très dynamique et si les containers sont petits, et surtout s'il y en a beaucoup, tu t'en fiches d'avoir la métrique au niveau du container lui-même. Ta durée de vie du container fait que tu ne vas pas avoir, tu peux avoir des épiphénomènes, mais tu t'en fiches de régler des épiphénomènes. Ce qui t'intéresse, c'est des phénomènes globaux qui ne sont pas forcément liés à l'instance même, qui ne sont pas spécifiques à une instance, parce que normalement, ils devraient se comporter à peu près tous de la même manière. Et donc, du coup, au bout d'un temps, tu peux te retrouver avec beaucoup de nœuds. Donc, il y a un paramètre qui est la durée de vie de l'entité dans Dynamics. Au bout de 48 heures ou un certain nombre de jours, on peut l'effacer complètement de la base de données. Il y a effectivement un phénomène comme ça, ce qui fait que du coup, on peut aussi envoyer, j'ai oublié de préciser, on peut aussi envoyer un événement quand le container se termine. On peut le faire en API REST et envoyer l'ordre au contrôleur en API de détruire le container. Ou de le marquer, c'est mark node as historical, si je me rappelle bien, le paramètre. Oui. D'ailleurs, par défaut, normalement, le premier devait disparaître parce que il me semble que par défaut, c'est 30 jours justement. Ouais, ils ont dû tuner le truc et du coup, effectivement, il est encore là. Ouais. Je sais pas comment ils ont fait en démo ici. D'accord. Alors moi, j'avais une autre question. Je ne sais pas du coup si vous avez fini ou pas. Ouais. Comment est-ce qu'il détecte que c'est le même tiers? C'est-à-dire, il se base sur quoi pour savoir que quand il y a un conteneur qui démarre, il l'affecte à ce tiers-là? J'ai oublié de préciser. En fait, l'agent, il a un fichier de config qui dit à quel tiers il reporte. Quelle application et quel tiers il reporte. Tout bête, il y a un fichier de config de l'agent. Et du coup, de ce que je comprends, en fait, dans une architecture un peu cloud, on a des nœuds qui montent et puis qui disparaissent assez rapidement. En fait, il ne faut pas donner le nom du nœud, en fait. Parce que c'est ça. Donc, en fait, le node name est délégué à App Dynamics pour le générer de manière automatique. Pas complètement. En fait, tu vas avoir un préfixe. Je crois qu'il y a un paramètre qui dit préfixe, non-name préfixe. Et reuse non-name. Je me rappelle plus les paramètres, on est un peu dans le truc. Mais il y a moyen de... C'est pas que tu le délègues, c'est que tu dis dans ton fichier de config, j'utilise un préfixe qui par exemple est mon hostname, voilà, qui est, bon, et le tier name et le hostname, une combinaison du tier name et du hostname, et une valeur dynamique. Donc effectivement, quand l'agent va démarrer, il va connaître son hostname en demandant au contrôleur où est-ce qu'on en est au niveau des noms. D'accord. Et du coup, ma question, en fait, c'était sur le snapshot que vous aviez montré tout à l'heure. Ouais. C'était pas un très très bon exemple parce que, en fait, on voyait pas trop où est-ce qu'on passait vraiment la totalité du temps de réponse. Parce qu'on avait en fait 20 secondes et dans l'exemple, il n'y avait que 3 secondes. C'était juste 5 secondes en fait sur le JDBC. Et ça correspondait bien à ce qu'on voyait dans l'overview. On voyait bien les 30%. Ouais. C'était sur cette appli ou sur l'autre, j'ai un doute. C'était sur la première. Ouais, c'était sur la première, il me semble. Il y avait un exemple de 20 secondes. C'est que, en fait, le temps de réponse, c'est ça, c'est la différence entre là et là. Ouais, c'est ça. En fait, ma question, elle n'est pas sur l'exemple, parce que peut-être que l'exemple n'était pas très bon, mais moi, j'ai remarqué par l'utilisation que cette vue-là n'est pas toujours très, très fiable. C'est-à-dire qu'il faut bien faire du drill down pour voir vraiment où est-ce qu'on passe là. Ok. Ouais. Ok. Bon, après, il peut y avoir des phénomènes aussi où, en fait, typiquement sur l'exemple, concrètement, il ne passe pas tant de temps que ça dans la base de données parce qu'en fait, il fait un prepare statement et en fait, après, le temps, il est passé dans le serveur d'application à gérer les données également. Donc, il y a des temps qui peuvent être passés. En fait, le truc, c'est que l'agent, en fait, quelque part, il ne sait pas que ça n'est pas une base de données ou quoi. Ça pourrait être autre chose. Lui, il détecte qu'il y a des appels JDBC et qu'il y a une activité autour d'une méthode qui est censée être un point de sortie JDBC. Mais si ça peut être passé dans le serveur d'application lui-même. En plus, ce qu'on fait, c'est que sur le point de sortie JDBC, ce n'est pas le point de sortie TCP/IP. C'est le point de sortie Java que nous, on a décidé de mettre. Maintenant, il appelle aussi d'autres classes. Bon, en général, c'est mineur, mais il peut y avoir un effet de bord. Voilà. D'autres questions ?
Ouais, j'avais une question sur les agents en fait. Je voulais savoir s'il y avait des agents de serveurs d'application, des serveurs de web, pardon. Apache, Apache Nginx, Tout à fait. 2IS. Alors, Parce que je les ai pas vus dans la liste des agents. Alors, non, effectivement, le slide est pas totalement juste. Effectivement, on a un agent pour Apache qui comporte également IBM HTTP Server et Oracle, l'autre Oracle Server. Ouais, la version qui sont tous des Apache en fait. Hein, c'est juste que, voilà. C'est tous des Apache. Par contre, pas d'agent 2IS et pas d'agent Nginx aujourd'hui. D'accord. Effectivement. Donc là, on a un exemple ici. Là, on a le WebTier ici. Voilà. Là, il y a un agent sur l'Apache. Donc c'est un mode en fait, c'est un mode Apache qui permet d'instrumenter. Le truc, c'est que en termes d'analyse de perf et de temps passé réellement dans un serveur web, en général, c'est pas grand-chose à regarder. Le temps est assez faible. Du coup, la valeur ajoutée d'avoir un agent ici, en général, est assez faible. Ça peut arriver, surtout quand on commence à déployer des modes spécifiques dans ton serveur HTTP, mais en général, tu passes pas forcément tant de temps que ça dans ton serveur web. Non, effectivement, mais après, ça peut être il peut y avoir des serveurs 2IS ou Apache qui sont des frontaux pour des progiciels ou des trucs comme ça qui sont pas forcément instrumentés. Ah oui, tout à fait. Oui, ok. Ça permet Ouais. d'avoir Alors dans des- ce cas-là, des ce qu'on métriques, fait, dans ce cas, ce qu'on fait, c'est qu'on va confier ça à l'analyse de log. On a un module de log analytics dans AppDynamics et on va aller, où est-ce que j'en ai un log celui-là. Et on va effectivement aller requêter le serveur, les logs Apache ou 2IS et construire des tableaux de bord comme ça. D'accord. Donc ce ne sera pas un agent au sens instrumentation du terme. Voilà, on peut aussi également. C'est de la récupération de métriques en fait. C'est De la récupération de métriques dans les logs en fait. C'est ça. exactement. Ou par l'intermédiaire. Alors sur 2IS, on peut aller chercher les perfmon, les compteurs de performance Windows. Donc l'agent .NET sait faire ça en l'occurrence. Donc on peut tricher en utilisant un agent .NET pour aller chercher les métriques de performance 2IS au sein de perfmon. Et puis aussi on a des extensions. Alors c'est une bonne transition pour parler des extensions. On va retrouver ici effectivement. Ah, il y en a une nouvelle. Il y en a toujours des extensions nouvelles que je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est Geode? Quelqu'un connaît Geode? Jamais entendu parler. Donc on va chercher ici Apache. Et en fait là on va s'appuyer sur mode status. Non, c'est pas celle en l'occurrence. Next. Voilà. On va avoir une monitoring extension. Donc ça va être fait avec le machine agent. Tu te rappelles l'agent d'infrastructure. On va lui mettre un petit module. En gros, ça peut être du script. Hein, ça peut être aussi bien un petit script shell, Java. Vous pouvez le développer vous-même. Hein. Je peux vous faire un petit truc en un quart d'heure sur un comptable avec un PS -EF grep count ou WCL. Voilà. Bref, c'est des extensions qui nous permettront de mesurer, de monitorer des équipements. Monitorer, je parle bien. Je ne parle pas d'instrumenter, mais de monitorer des équipements qu'on ne supporte pas en termes d'instrumentation. Un autre exemple, c'est Data Power d'IBM. Voilà. Data Power, c'est une boîte noire, ça ne s'instrumente pas. On ne peut pas installer un agent à l'intérieur. Par contre, ils exposent des métriques. En général, il y a toujours une API, hein, que ce soit du JMX, une API REST. Ça peut être une log, ça peut être d'autres moyens. On va aller récupérer des métriques via cette extension. D'autres exemples, je crois qu'Nginx, on a un truc. Je ne sais jamais comment c'est Nginx, celui-là. Nginx, ouais, je sais jamais. Voilà. Comme c'est un truc que moi, j'ai pas forcément souvent croisé, je suis pas. Voilà. Et du coup, on va mettre ce truc-là et ça va m'inclure ce genre de métriques, Active Connections, Total Number of Requests, etc. Donc, on va compléter la vision des agents. Quand on dit agent, c'est vrai qu'avec AppDynamics, on entend un peu l'agent d'instrumentation. Surtout, c'est un peu de notre faute aussi, on parle d'APM, donc on parle vraiment de l'agent qui instrumente les serveurs d'application. En l'occurrence, parfois, il suffit juste d'aller chercher quelques métriques et ça donne une bonne visibilité sur la performance de ton serveur. Maintenant, effectivement, ça ne permet pas, dans une cartographie, de donner... Alors, c'est un exemple. Je vais reprendre sur mon e-commerce, ici, d'avoir la contribution du serveur web dans le temps de réponse. Voilà. C'est ça que ça permet de faire. Quand tu mets un agent vraiment d'instrumentation, ça me permet d'intercepter les requêtes qui rentrent et qui sortent et de mesurer le temps de réponse et de découper le temps de réponse au cours de la chaîne. D'accord ? J'avais une dernière question, après je t'embête plus, sur les infra-réseaux, en fait, parce que souvent il y a des problématiques réseau en fait, entre le end-user et les serveurs, les web serveurs. Ouais. Est-ce qu'on a moyen de voir, d'analyser ce qui se passe sur un big IP, sur un reverse proxy qui est planqué sur un firewall, sur des trucs comme ça? Big IP. Ah non, il faut que je fasse ça. Donc il y a une extension pour Big IP par exemple. Maintenant, en termes de monitoring ou en termes d'instrumentation, AppDynamics aujourd'hui, on est un acteur purement APM, on va dire. On ne fait pas de NPM, comme on peut dire.
Encore, je devrais dire. Parce que si vous restez... là, je fais un peu de teasing. Si vous restez au courant de l'actualité AppDynamics, dans un mois, je crois que ça démarre dans un mois, on a une grande conférence à New York, on a une conférence en mai à Londres, et on a une conférence à New York en octobre, je crois que c'est effectivement à un mois près, donc autour du 20 octobre, où on va faire des annonces. Voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais on va annoncer des choses. En fait, voilà, il y a deux choses là-dessus. C'est que, d'une part, en tant qu'AppDynamics, société indépendante, jeune, etc., on avait, un plan de roadmap assez ambitieux, sauf qu'en fait, on manquait d'argent, manquait de cash. Vous savez, quand vous démarrez une entreprise, le principal frein au développement, c'est pas forcément de vendre, c'est de développer. D'accord ? Il vous manque du cash pour développer. Donc, on était coincé dans notre R&D en tant que société indépendante. On avait beau lever du fonds, à un moment donné, il faut nourrir la croissance et c'est compliqué. Donc, on avait une roadmap ambitieuse, elle était un peu coincée. Et dans notre roadmap, on avait un agent réseau. D'accord ? Ça a été un peu retardé. Cisco nous a racheté. Le jour, je crois, la semaine d'après où Cisco nous a racheté, il y a 60 développeurs qui sont arrivés. Alors, pour vous donner les chiffres, AppDynamics, on était environ 1000 personnes. On avait une R&D autour de 400 personnes. On a 60 développeurs qui sont arrivés de chez Cisco comme ça du jour au lendemain. Ils sont venus dire bonjour, on vient de développer avec vous. 60 personnes. Donc ça a fait un effort de R&D qui est, voilà, c'est en rajouter presque 10% d'effectifs en plus. Et surtout du cash. Donc du coup, tous nos projets qui étaient un peu en attente, en disant bon, on aimerait bien développer des tas de trucs, on entend parler de message broker, on entendait parler de SAP, etc. Là, on a du carburant pour développer et on va faire beaucoup d'annonces en octobre parce que grâce à Cisco, on a pu développer beaucoup plus de choses qu'on aurait pu faire tout seul. Voilà, c'est un peu l'avantage d'avoir été racheté par un grand groupe, même s'il y a parfois quelques inconvénients aussi. Mais voilà, c'est parti. Je ne sais pas si vous travaillez pour les petites sociétés, les grandes sociétés. Hein. J'ai tout fait dans ma vie, donc du gros, du petit. Donc oui, on va annoncer des choses autour du réseau. Cisco également a des outils côté réseau. Notamment un outil qui s'appelle Cisco Tetration, vous entendez peut-être entendre parler, Tétration. C'est un outil plutôt orienté cartographie du data center dans une problématique de type je vais migrer mon data center traditionnel vers du cloud, il faut que j'identifie mes flux, etc. Ils ne sont pas très orientés perf, mais ils ont une petite cartographie donc qui permet de donner de la visibilité sur ce qui se passe. Voilà. Donc on va annoncer un truc et on aura bientôt un onglet, je ne vais pas faire la démo encore, mais on aura bientôt un onglet au milieu network. Voilà. On donnera, voilà, ça sera une première version, mais on aura quelque chose qui me permettra de donner visibilité sur le réseau. OK ? Et on trouvera toujours des limitations. Pour répondre à ta question, il y aura toujours des fois où on ne pourra pas instrumenter. Et le client me dira, moi j'ai une techno et je ne pourrai rien faire. C'est comme ça. Après, si c'est le principal problème bloquant chez le client, je dis, il ne va pas acheter AppDynamics. Et il achètera autre chose ou il ne fera rien. Ou, voilà. Et puis surtout, ici, quand on a des composants externes, tu n'as pas forcément besoin de déployer grand-chose pour avoir visibilité sur l'exécution. Alors évidemment, tu ne sais pas au milieu de la chaîne si effectivement tu as 3 équipements réseau, tu as un load balancer, un firewall, machin qui te bloque. Mais déjà, ça t'aiguille vachement. L'idée de AppDynamics, c'est aussi d'aiguiller. Comme je disais tout à l'heure, on ne résout pas à 100% des problèmes. Il y a des fois où on ne vous dira pas à quoi c'est dû. Dire, oui, il y a du temps qui est passé entre les deux, j'en sais rien. Il y a un truc au milieu qui fait que... Sauf que si on est positif, c'est on se dit, mais ce temps-là où je vais déjà rien que pour identifier que c'est entre deux nœuds, dans la plupart des cas, il y a des clients qui ont déjà perdu 3 semaines. D'accord ? Donc même si on ne peut pas diagnostiquer précisément l'origine du problème, déjà de savoir que c'est que entre ces deux nœuds que j'ai un problème, ça réduit énormément le champ des investigations, donc du coup le temps nécessaire pour résoudre le problème. Ok ? Autre question ? Je pense qu'on est encore là, on est encore là pour quelques temps, donc si vous voulez venir m'embêter après, il n'y a pas de souci. D'accord. J'ai des questions, donc j'en profite. Ouais, dis-moi. Tu disais tout à l'heure que c'était pas vous à faire du monitoring, mais pourquoi, j'ai envie de dire ? Je suis un peu provocateur dans ce sens-là. Et j'aime bien ce jeu-là parce que il faut pas forcément considérer AppDynamics comme un outil de monitoring au sens stricto sensu. C'est-à-dire, je mets en place des métriques, je mets des alertes dessus et je gère des événements. D'accord ? À l'ancienne sauce, donc je te dis, j'ai vendu ça c'est public, j'ai vendu de l'HP, j'ai vendu du BMC. Et du coup, tu construis une console qui regroupe des métriques dans tous les sens, qui monitore des choses. Pareil, on pourrait rajouter des composants supplémentaires, du NGIS, du Big IP, et on va rajouter des métriques et des métriques et des métriques. Mais sauf qu'en fait, tu vas te retrouver avec une collection de métriques dont tu ne sauras pas quoi faire. Alors oui, aujourd'hui, il y a des outils, j'ai découvert un outil dernièrement qui centralise des métriques, qui va te faire de la corrélation automatiquement, etc. Mais tu essayes de rajouter de l'intelligence. En fait, comment dire ? Ce que nous, on essaie de faire, et très bien, c'est de trouver l'origine des problèmes. Et ce n'est pas en rajoutant du monitoring, donc pour moi, des alertes sur des métriques, que tu vas augmenter ta visiter et trouver l'origine des problèmes. Okay. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'on est... ouais. Alors maintenant, je pousse un peu le vice. Non. Et surtout, dans AppDynamics même, tu n'as pas de notion, alors même si on a des événements,
peux dézoomer. Hop. Voilà. Même si on a des événements, c'est pas une console événementielle. Tu sais, t'as pas un bac à événements avec des événements qui arrivent, un opérateur qui prend un événement, qui la quitte. Voilà. C'est en ça où on n'est pas forcément. Ça, du coup, on est plutôt dans l'action, mais je veux dire sur du monitoring, le dashboard que tu montrais avec justement un truc qui agrège à la fois des métriques métiers, des revenus, du taux de conversion et ça. Ça, du monitoring. Enfin, c'est du monitoring. Enfin, je pense qu'il y a un Tout à fait. intérêt à mélanger justement des métriques business et des métriques IT. Et si je te montre ça, c'est clairement du monitoring. J'ai un Ouais, tableau de donc bord en ok, permanence c'est que ça, je vais afficher dans une salle C'est et ça. qui va me dire la santé de mes applications. Bon, c'est du monitoring. Ok. Donc oui, Ok, d'accord. On n'est pas d'accord sur. tout à fait. Le but du jeu d'Analytics, le principal bénéfice, et c'est là où on réussit, c'est pour ça qu'on a été successful, c'est de résoudre des problèmes. Voilà. Ok. C'est de D'accord. rechercher l'origine. Voilà, Ouais. S'il y a un seul truc qu'Analytics fait, c'est de rechercher l'origine des problèmes dans les applications. D'accord. Intégration et puis justement les autres outils de monitoring Ouais. qui peuvent être en place comme sur Ouais. le réseau ou des trucs comme ça. Ouais. Vous jouez ça comment Alors, on d'habitude fait juste ça, je t'avais montré tout à l'heure sur le Alert and Response. Ouais. Donc, tu peux déclencher un script tout bêtement. Ouais. Donc, encore une fois, sur le portail d'Exchange, on a des tas d'intégrations avec des tonnes de D'accord. trucs. Donc, on a du ServiceNow, du Jira, du Slack, du PagerDuty. Ouais. Voilà, il y a des tonnes d'autres. Tu peux faire un mail, mais tu peux aussi scripter. Tu mets un script, tu passes les variables, il y a %1, %2, %3 qui Ok. passent toutes les informations sur ton événement. J'ai des clients qui ont fait une intégration avec Remedy. Nous, on n'en a pas out of the box. Ils Ouais. créent un ticket dans Remedy. D'accord. Ça, c'est le côté j'envoie quelque chose à quelque chose d'autre. D'accord. Il y a le côté de j'ai un autre outil et vous avez des super métriques dans Analytics, mais ce serait bien de les récupérer. C'est ça. Ouais. J'ai quelques métriques, j'aimerais bien construire un tableau de bord. Alors, soit je dis c'est Analytics qui les récupère, soit je me dis j'ai quand même un outil qui est déjà bien, qui consomme de la métrique. Et du coup, j'aimerais bien avoir cette métrique dans mon autre outil. Et bien, quand j'ai une métrique comme ça qui me plaît bien, donc là, j'ai l'évolution de mon temps de réponse durant la dernière heure, machin. Donc, j'ai un metric browser. Je copie mon REST URL. J'ouvre un autre onglet. Et bien, il faut que je m'authentifie. Hein. Donc, dans l'appel... sans arrêt des effets démo aujourd'hui. C'est une catastrophe. J'ai pas l'autorisation de faire mon appel REST. Donc, voilà, j'ai une API REST qui permet à la fois de consulter les données, de consommer les données AppDynamics. Donc, toutes les métriques qui sont là sont exposées via REST. Ouais. Mais aussi d'interagir avec AppDynamics. La question tout à l'heure qui était posée, qui était de dire, je n'ai pas répondu comme ça, mais j'aurais pu répondre comme ça, qui était de dire, quand tu m'as posé tout à l'heure, qui était de dire, est-ce que je peux, l'action de redémarrage, est-ce que je peux le faire que la nuit? Alors la première méthode que j'ai donnée, c'est effectivement aller regarder la règle et l'activer que durant la nuit. L'autre solution, c'est que ce petit bouton-là, en fait, on peut le faire programmatiquement. On peut le faire par API REST. Donc on peut très bien dire, j'ai un outil, un scheduler, ou un orchestrateur qui va dire bah voilà, j'ai une maintenance planifiée, il faut que je désactive le monitoring dans Dynamics, il faut que j'arrête le service, il faut blablabla. Bah, ça se fait programmatiquement. J'envoie un appel REST, ça désactive. En fait, AppDynamics, c'est presque, je veux dire, à 99,9% REST-based. D'accord? Les URL que vous appelez là, il y a des URL REST. On fournit énormément il y a une API qui permet de faire énormément, d'interagir énormément. Et donc, nos gros clients, on parlait de Cisco tout à l'heure, 15 000 agents, Pôle emploi, 18 000 agents. Ils vont déployer 18 000 agents. Alors, ce n'est pas évident sur un seul environnement. Il y a prod, pré-prod, staging, etc. Ils vont déployer 18 000 agents. Ils ne vont pas faire ça à la main. Ils vont automatiser un grand nombre de choses. Et AppDynamics permet effectivement, au travers de cette API, d'automatiser. Et puis, dernièrement, il y a, donc ça, on a parlé de comment je peux récupérer une info d'AppDynamics ou interagir avec AppDynamics. Mais il y a aussi comment AppDynamics peut interagir avec d'autres outils. Et dans ce cas-là, j'ai parlé de ces fameuses extensions. Vous pouvez les écrire vous-même, aller les récupérer. Il y a un listener HTTP, donc je peux envoyer des événements HTTP à un listener. J'ai une API qui me permet aussi de nourrir des métriques dans Analytics, donc je peux envoyer des événements. Si par exemple j'ai un device aujourd'hui, c'est ni en iOS ni Android, imaginons que vous avez une application Windows, vous êtes une industrie pharmaceutique et vous avez des tablettes Surface que vous déployez, que vous donnez à vos forces de vente. Comment on peut instrumenter ça? Moi, j'ai pas d'outil, j'ai pas de solution. Il y a une API, donc on met dans l'API, on fait une librairie, puis ça envoie des événements à AppDynamics. D'accord. Ok. Les extensions, c'est bien, mais il y a une petite limite, j'ai envie de dire, dans App Dynamics, qui ne permet pas de supprimer les métriques. Et c'est vrai que sur certaines extensions, moi j'en ai installé une, qui permet de faire un suivi des processus qui sont sur une machine. Ouais. Le problème, c'est que les PID, les PID changent constamment. Ouais. Et du coup, ça crée énormément de nœuds en fait, dans mon graphe de métriques et j'ai aucun moyen de les supprimer. Contrôleur on-prem? Comment? Contrôleur on-prem?
Ou SaaS? Oui, on-prem, ouais. Ok, il y a une technique. Il y a une technique Ouais. Ouais, ça m'intéresse. C'est pas documenté, c'est- mais oui. Alors, c'est pas supprimer le tiers, j'espère. Non, c'est D'accord. supprimer les métriques d'un. Ok, ça marche. Ça Pas m'intéresse. documenté, mais effectivement, il y a des Ça moyens. de faire m'intéresse. Autre ça. question. Bon, il y a là, mais effectivement, je suis entièrement d'accord, c'est une faiblesse. Voilà, Oui. Là, effectivement, c'est très très joli, mais est-ce que vous prévoyez justement avec votre développeur de développer justement des vrais gadgets? Parce que ça, c'est fait avec des calques, avec des images, etc. Sur la partie Ouais. dashboard, ça Ouais. c'est des calques, ça c'est des choses que vous faites à la main. Et c'est assez complexe à faire. J'ai travaillé dessus, Ouais. ça prend énormément de temps. Est-ce que vous avez prévu de faire de vrais widgets graphiques sur la partie dashboard? Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des widgets qui arrivent de plus en plus fréquemment, mais surtout il y a ça, qui est un outil qui permet à partir d'un fichier JSON, d'accord, qu'on peut manipuler en choisissant son template et de déployer ça en quelques minutes. Mais ces templates-là, c'est des choses que vous avez développées vous-même. Ouais. De par l'expérience client. D'accord. Et nous, on a accès ou pas? Les Ouais, ça, clients ont alors, accès? c'est pas, encore une fois, c'est pas public au sens, c'est pas un produit qu'on télécharge chez Dynamics, mais je peux mettre à disposition cet outil-là. En fait, c'est un outil qui utilise l'API REST, tout simplement. Il va se connecter au contrôleur et il va permettre effectivement de dire bah, je vais déployer. Alors, attention, je dois avoir un client qui est. Voilà. Hop, un nom de client. Je vais me connecter au contrôleur du client et je vais pouvoir lui déployer des dashboards, qui sont on-prem ou SaaS d'ailleurs, à partir du moment où j'ai une connexion HTTP vers le serveur. Donc je pourrais déployer mes templates. Donc ça voilà. Après, faire du beau dashboard, c'est entre guillemets presque un art. Hein. Et d'ailleurs, les meilleurs dashboards qui ont été faits, ils n'ont pas été faits par des pas des techos, ils ont été faits par des designers. Parce qu'effectivement, il y a un peu de boulot. Mais il y a pas mal de choses qu'on peut faire aujourd'hui. Les gens sont assez créatifs chez nous, la communauté interne. On arrive à faire des choses assez hallucinantes sur le dashboard. Ça prend un peu de temps. Et effectivement, si on n'a pas un peu de talent de designer, moi je fais toujours des trucs moches, donc j'adore les templates, parce que je ne vais pas faire des trucs jolis, mais il y a moyen de faire des trucs très très jolis. Il y a des exemples aussi que je peux te montrer, où, voilà, des exemples clients où ils ont poussé un peu. On a Heathrow Airport par exemple, on a le Heathrow Airport qui est monitoré, ils ont un dashboard qui a été fait par Capgemini, qui est vraiment magnifique en fait. C'est le réseau, en fait ils ont redesigné un peu à la cartographie du métro londonien, en fait, avec des stations, et en fait c'est le cheminement des bagages dans l'aéroport d'Heathrow. Alors, au point de vue informatique. Merci Jean-Baptiste. De toute façon, tu restes disponible Voilà, pour échanger, exactement, je suis là etc. encore. Je vous propose qu'on arrête là la partie un peu formelle. Ça marche. Il y a l'apéro qui s'installe et puis on continue à discuter. Merci Merci. Jean-Baptiste. Merci à tous.